Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, madame, messieurs. C'est l'heure de décortiquer l'actualité dans votre magazine Info 7. Merci parce que vous continuez toujours à nous faire confiance. L'actualité de la semaine sera décortiquée pour vous sur ce plateau avec Christian Mbousembe. Certainement vous le connaissez. Et bien que c'est pour la toute première fois qu'il passe dans ce magazine. Qui est-il? C'est toujours important de le rappeler. Il est promoteur certainement une chaîne de télévision qui est déjà disponible sur TNT, mais il est encore plus fort sur YouTube. Lui, c'est Christian Mbousembe, bien sûr, promoteur de Congo Buzz TV, mais il est également journaliste. C'est lui que nous recevons pour vous. Bonsoir, Christian. Salut, madame. Vous allez bien? Je veux bien, merci. Et toi-même? Ça va, je ne me plains pas. On a l'impression que vous avez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Je suis toujours là. Je suis d'ailleurs plus visible. Seulement, dans les émissions débat, je n'ai plus le goût. Ah, vous n'avez plus le goût? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, les gens cherchent à avoir raison. Les gens cherchent à se partager qui a tort, qui a raison. Pourtant, avant, c'était la science qui devrait triompher. Malheureusement, c'est maintenant des camps, des étiquettes, des insultes, et les débats ont perdu tout son sens. Alors ça ne sert à rien d'aller débattre avec des gens qui ont déjà des idées à partir de la maison. Ça ne sert à rien. Moi, je pensais que c'était des échanges où on pouvait aller partager, on pouvait aller discuter, et quand j'ai tort, bon, c'est moi qui ai tort, et quand tu as raison, c'est la science qui a raison. Comme le dit d'ailleurs Gustave Le Bon, dans son livre Hier et Demain, il dit que les divergences intellectuelles se supportent, et la raison la plus forte l'emporte. Alors que les divergences sentimentales ne se supportent pas. Ça, c'est ça, généralement la violence. Et donc, vous voyez pourquoi les émissions télé aujourd'hui, c'est des insultes, c'est des attaques personnelles. On vient défendre des intérêts. Oui, ça ne sert absolument à rien. Vous allez voir des hommes qui viennent défendre des hommes, des individus, pas des idées. Après, on se perd. Donc, voilà pourquoi je me dis rester dans les émissions de débat, disons, pardon, d'échange, de partage, de culture, comme une grande émission comme celle-ci. Je suis vraiment preneur. Mais des émissions de débat, ça ne m'intéresse pas. Ce que vous venez d'évoquer, c'est vraiment une question qui intéresse beaucoup de gens, surtout les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il moyen de remédier à cette situation? Nous avons une grande faiblesse structurelle parce que nous sommes le seul pays dans le monde où il y a plus de 200 chaînes télé en liberté comme ça, et qu'il y a plus de 200 émissions politiques, et qu'il y a plus de 200 ou même 400 analystes politiques qui n'ont fait preuve d'aucun média, dans aucun journal, ils n'ont jamais écrit. Ils se réveillent ce matin et deviennent directement analystes politiques. Et c'est nous, les médias, qui avons autorisé ces choses-là. Nous avons créé des monstres de gens qui ne pouvaient même pas parler dans les terrasses, dans des bars. On leur a offert des plateaux de télévision et ils se font appeler analystes politiques. Ils n'ont jamais étudié la politique. Tout simplement, ils n'ont jamais fait des analyses. En fait, ils viennent tout simplement déverser leur frustration. Et alors, je ne sais plus si on est dans le militantisme orchestré ou si on est encore en train de faire des analyses. C'est quand même assez compliqué. Ailleurs, dans les émissions, vous allez voir ailleurs... Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Ailleurs, ce qui se passe, c'est que des émissions, 90% des émissions portent sur des émissions de développement. Comment apporter de l'eau, comment apporter des belles constructions, des infrastructures. Ce sont des émissions rares. Rares. Non, ici chez nous, c'est pas possible. Parce que ici chez nous, tout le monde parle. Mais c'est ça le comble du Congo. Tout le monde parle, mais parler. Pour dire quoi? Mais rien. Ici au Congo, ça dit que vous avez fait la communication. Mais quelqu'un qui n'est jamais allé à la communication peut mettre en doute ce que vous dites. Ici au Congo, un maçon peut contredire un constitutionnaliste. Et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Alors c'est compliqué. Dans les réseaux sociaux, vous avez des experts en informatique, vous avez des experts en tout et pour tout. Et donc c'est un véritable... Les nuancologies, comme on les appelle. Mais nous pouvons mettre terme à cela si on a une structure forte. Si le ministère de Médias comprend sa politique, sa mission, elle va arrêter cette histoire. Parce que regardez au Zimbabwe, on va peut-être dire que ce n'est pas une démocratie, mais est-ce que nous avons véritablement besoin de cette démocratie telle qu'on a chez nous ici, où l'insulte est facile, où la critique est simple? Est-ce que c'est ça véritablement la démocratie? Moi je pense que c'est une anarchie qu'on organise, mais si nous voulons mettre terme à ces choses-là, il faut un leadership, il faut du courage, il faut de l'ordre. Parce qu'un pays ne se développe pas par la démocratie. Un pays se développe par l'ordre et la discipline. Aucun pays du monde ne s'est développé avec la démocratie, même pas un seul. Tous les pays du monde se sont développés par l'ordre et la discipline. Malheureusement, ce sont des concepts que nous ne pouvons pas utiliser dans nos médias parce qu'il faudrait qu'on se l'oppose à nous-mêmes. Je termine avec un terme. C'est un philosophe congolais qui est parti, le professeur Kamana, paix à son âme,
qui parlait de l'imbécilité collective due à la musique, à la politique et à la religion. Après étude, j'ai compris qu'il fallait ajouter, ce n'est plus l'imbécilité comme un fait, mais c'est plutôt un modèle de création des imbéciles. Ça veut dire l'imbécilisation collective qui est créée par le média, par la politique, par les églises et puis par la musique. Donc aujourd'hui, ce sont les 4 facteurs abrutissants du peuple. Dans le média, on s'abrutit. Aujourd'hui, on n'apprend plus. À l'époque, quand on suivait la RTNC, c'était des journalistes. Ce n'était pas des journalistes, ce n'était pas des méchants. Le média ne joue plus correctement son rôle. Pas du tout. À l'époque, quand on entendait des pasteurs, on entendait des hommes pieux. Ce n'est pas des gens qui s'insultaient matin, midi, soir. Quand on entendait un politicien, on sentait qu'il y avait de la classe dans le politique. Et vous allez voir, même dans la musique, quand on suivait la musique à l'époque, on pouvait entendre des gens sérieux. Mais aujourd'hui, ces 4 grands facteurs se sont transformés en des véritables laboratoires des idiots. Donc on a finalement créé une certaine idiocratie où les gens sont à l'aise dans ça. Et quelle est la responsabilité des politiciens congolais dans cette situation? Ce sont eux, parce que c'est la... Donc à 100%, ce sont eux qui sont responsables? Non, pas à 100%, mais je pense que c'est eux qui devraient définir en réalité qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que le peuple doit savoir, qu'est-ce que le peuple doit avoir dans sa tête. C'est eux qui créent la politique éducationnelle. C'est pas ce qu'on apprend ici avec les changements de mentalité qu'on va par-ci par-là. Non, ça c'est plutôt... Les affiches. Oui, c'est un changement structurel. C'est dans la tête qu'il faut corriger. En fait, nous avons un problème sérieux parce que nous avons été atteints dans notre capacité de réfléchir. Lorsque vous êtes atteint dans votre chair, vous pouvez appeler un médecin, il va vous traiter. Et lorsque vous êtes atteint dans l'âme, vous pouvez appeler un pasteur ou un psychiatre. Mais lorsque vous êtes atteint dans votre capacité de réfléchir, dans votre capacité de vous organiser, d'être ordonné dans la tête, ben, c'est compliqué. Donc on est là maintenant. Mais il faut du courage pour le président de la République de redéfinir les choses. C'est à lui cette responsabilité pour que demain il ne dise pas comme Kabila, je n'ai pas changé l'homme congolais. Mais ce n'est pas une tâche facile alors qu'il ne lui reste qu'environ 2 ans parce qu'il a été à près de 3 ans à la tête de la RDC. Madame Laurent Désiré Kabila n'est pas encore arrivé à Kinshasa, mais le vol s'était arrêté ici. Le peuple a besoin d'avoir un leader. Le peuple n'a pas besoin d'un président qui négocie. Le peuple a besoin d'avoir un homme qui peut voir le futur et revenir prendre les gens dans le présent et les amener. Quand vous avez un président qui négocie à tout moment avant de prendre de loi ou qui hésite, alors ce n'est pas un leader. Il faut du courage, il faut de l'ambition, mais il faut surtout une capacité de recruter des gens qui peuvent faire asseoir votre idée. Mais si vous vous faites accompagner des amis, des copains, eh bien on tombe dans la copinocratie, on n'aide pas le pays, on l'enfonce davantage. Ce pays a besoin de l'ordre et de la discipline. Ces 2 valeurs nous feront avancer. Vous avez parlé du ministre de Communication. Lorsqu'il est venu, les journalistes particulièrement avaient plus d'espoir. Aujourd'hui, comment trouvez-vous ce que fait le ministre Patrick Muyaya? Très sincèrement, le ministre doit choisir, il doit définir sa politique. En fait, ce qu'il fait, c'est bien, mais ça ne règle pas la situation. Tu es déçu par rapport aux attentes? Je n'attendais pas beaucoup en tout cas. Mais seulement, il faut dire que le ministre doit comprendre, on n'est pas en train de vivre un monde, on n'est pas dans un monde développé ou dans un monde... Parce que sa politique à lui, c'est une politique non adaptée aux réalités de terrain. On est dans une sorte Est-ce que c'est les plagiats? Non, pas copier-coller. Mais regarde, ce que le ministre fait, je lui dis ouvertement, qu'il faisait le journal du gouvernement. Le journal du gouvernement. Ouais, ce qu'il faisait, c'était le journal du gouvernement. En fait, d'abord, en termes de, comme il dit, changement de narratif, il faut donner le contenu à cela. Regardez le ministre quand il appelle le colonel Monamputu ou IGF venir parler. Et d'autres ministres pour s'expliquer. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tous ces ministres-là n'ont pas reçu le quitus du gouvernement. Ce n'est pas à eux qu'on demande des charges. Donc en réalité, dans un état sérieux, tout ce que ces ministres disent ne valent absolument rien. Parce qu'on n'a aucun lien avec eux. La personne qui a été responsabilisée c'est le ministre porter la voix du gouvernement, c'est le ministre du porte-parole du gouvernement. Alors le porte-parole ne peut pas donner son pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il dise des choses en son nom. En réalité, ni la communauté internationale, ni nous-mêmes, la communauté nationale, personne ne croit en ce que les autres disent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux que nous attendons. Donc, le responsable, c'est Patrick Muyaya. C'est le ministre. Donc, quand il y a des bourdes, par exemple, ou soit un monsieur qui est venu parler parce que le ministre l'a appelé, le peuple n'est pas lié à ce qu'il va dire. Nous sommes donc, on ne doit pas apporter beaucoup d'attention à ce que pas du tout. Non, pas parce du tout. que nous, c'est le ministre. C'est le ministre. C'est lui qui a la parole du gouvernement. En fait, parce que l'IGF n'a pas participé au Conseil des ministres. L'autre, tous ces invités n'ont pas participé au Conseil des ministres. C'est lui qui a participé.
qui était là et à qui le gouvernement a donné la parole, c'est le ministre. Alors, il ne peut pas se déduire aujourd'hui, disons, c'est dédouaner en disant, non, vous parlez de votre secteur. Vous êtes censé maîtriser ces choses. En fait, ce qu'on attendait, aujourd'hui, on attendait un peu du Mende, dans le courage, dans la détermination, dans la frappe, mais aussi, on attendait un mélange de la vérité maintenant. Ça veut dire, on va essayer de faire un peu comme ce que Mende faisait, parce que Mende était dans une communication agressive, dans une communication d'anticipation. Mais là, le ministre actuel subit l'information. Il subit l'actualité. Un ministre de com ne subit pas. C'est lui qui impose l'opinion. Dans la communication du gouvernement en République démocratique du Congo, Mende garde encore les caps. Ce n'est pas mon choix, mais je pense que jusque-là, personne n'a pu faire mieux que lui. Je le dis, pas dans le fond, mais dans la forme. Dans la forme. Parce que dans le fond, c'est autre chose. Mais dans la forme. Dans la forme, c'est-à-dire que Mende pouvait anticiper. Mende pouvait orienter. Et puis Mende faisait un peu, pas peur, mais en tout cas, les médias étrangers hésitaient d'écrire des choses parce qu'ils savaient que j'écris à 5 h du matin, à 5 h 1 minute, Mende répond. C'est vrai que ce n'était pas la bonne méthode, mais ça pouvait marcher. Et aujourd'hui, on peut juste trouver, sur base de ce que Mende faisait, ajouter plus. En tout cas, moi, je pense qu'on peut faire mieux que Mende, même 3 fois mieux que Mende, si on veut véritablement le faire. Mais si nous restons dans la logique, je vais dire, académique du ministre de la com aujourd'hui, ben on aura toujours des problèmes comme ça, avec tout ce que vous voyez, on aura toujours des problèmes. Okay. Mais c'est un bon, il a de l'énergie, il a quelque chose de fabuleux en lui, c'est bien, il a une très belle lumière. Mais c'est question justement d'organiser ces choses et plutôt de casser peut-être je sais pas moi, son intérieur, son groupe, il faut le casser pour ajouter d'autres personnes qui ne le voient pas comme un ancien ami, mais qui le voient comme un allié, comme un partenaire. Vous l'aviez dit tantôt que les autres, par exemple, le responsable de la PNC, le responsable des FRDC ne participent pas au Conseil des ministres. Pas du tout. Mais nous voyons 2 fois, ce sont des ministres. On a vu la ministre de la Justice, la ministre de l'Environnement, mais eux participent aussi. Vous pensez que c'est assez... Oui, mais c'est à elle aussi, c'est pas à elle. On n'a pas donné la parole. Elle n'est pas ministre. Vous voyez comme toutes les erreurs que la ministre de la Justice. De la Justice, oui. On nous aurait épargné de tout ça. En fait, tout le monde n'a pas l'art de parler. Ça, il faudrait que le ministre Mouyaya... Ah oui, si on a fait le choix sur Mouyaya, le ministre Mouyaya, c'est parce qu'il a l'art. On a vu, on a l'art de parler. On a compris qu'il peut bien parler. Mais tout le monde n'a pas l'art de parler. Donc, vous n'allez pas inviter des gens qui sont bureaucrates venir s'exprimer à la population. Les journalistes, nous sommes habitués à piéger dans nos questions. On est habitués à insister. Alors, vous avez des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Et ils vont commettre des erreurs. Et puis, on va dire, Talamaramba, ça à le gouvernement. Pourtant, celui qui a la parole du gouvernement, c'est le ministre de la Communication. Il ne peut partager ce pouvoir avec personne. Et c'est lui qui nous lie dans sa communication. Mais comme maintenant on pense innover, alors en réalité, vous n'ajoutez pas de clous dans un pneu pour dire que vous voulez innover le pneu. Sinon, vous allez le trouver. Merci, mesdames, messieurs. Prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Par vidéoconférence, le chef de l'État a présidé ce vendredi 3 décembre la réunion du Conseil des ministres. Lors de sa communication, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou. Lancé de la capitale congolaise, ce projet a du mal à prendre corps, constate le président de la République. À cet effet, le chef de l'État a fait part au Conseil des ministres de cette observation sur la plupart des artères de la ville de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a cependant appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Au cours de cette réunion, le gouvernement a également adopté 2 projets de texte qui consacrent un financement de 500 millions de dollars américains. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres, ces financements vont permettre au gouvernement d'accroître la productivité agricole et améliorer le marché des petits exploitants agricoles dans les provinces du Kasaï central, Kasaï, Kwilu, Congo central et Nord Kivu. En plus de la croissance de la compétitivité agricole, la mise en œuvre de ces accords vise aussi la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Le MDVC ne pas rester sans trouver des qualificatifs à l'importation par le gouvernement congolais des produits surgelés en provenance de la Namibie. Il s'agit pour Augustin Bissimois, secrétaire général du parti en pleine séance avec de nouvelles adhérentes, de l'application de l'économie conjoncturelle.
oyo babengaka politike ya mendicité azwi 6 millions bazwi yango na kese ya leta bake Namibie bake kosomba bambisi kuna yango balobi sikoyo nani ya liboso camion za liboso euti kokoma na matati bazoyela bino bambisi wana awa na décembre bokosomba yango na talo moke mais esengeli toyebaka ezali kaka se qu'on appelle la politique action de charge eza kaka kozwa neti mabele bapakoli na miso na bino bokosomba kaka soki 1 mois 2 mois après 2 mois lisusu. En faisant adhérer de masse le parti de l'opposant Joseph Justin Mudekereza ambitionne de diriger la RDC pour parachever sa vision consistant à refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Pour les participantes, l'espoir est permis avec le MDVC. Une occasion pour le chef de l'administration du MDVC qu'accompagnait la CGA Karine Kalinga d'introniser les équipes de base dans les communes Matete et Kinsensu pour le compte de la Ligue de femmes, histoire d'y garder la flamme du MDVC allumée dans les coins de la capitale. Christian Bossembe, le projet Zéro Trou à Kinshasa, les travaux sont aux arrêts depuis un temps. Est-ce qu'il fallait que le président de la République constate cela? Alors, c'est justement notre plus grand problème. Les gens n'ont pas la mesure de la préparation et même de la planification. Vous savez, il y a Albert Camus, c'est un philosophe français né en Algérie qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter le mal au monde ». En fait, c'est tout simplement pour dire que tant qu'on ne comprend pas le problème, tant qu'on ne le perçoit pas de façon courageuse et de façon sérieuse, nous sommes obligés de reproduire les mêmes erreurs. Ce n'est pas la première fois qu'on nous amène des slogans. Et un pays, on ne le gouverne pas avec des slogans, avec des quelques effets politiques, de politique spectacle, trompe-œil, tout ça. Ce sont des choses qui ne vont pas marcher. Même l'opération Zéro Trou, excusez-moi de vous le dire, c'est un leurre. Pourquoi il s'agit d'un leurre? Parce qu'on n'a pas pris en considération la politique globale des infrastructures du Congo. C'est quoi la politique globale des infrastructures du Congo? C'est que nous ne l'avons pas. Jusque-là, ce n'est pas encore défini. Ou alors, c'est dans les oubliettes, on n'en sait pas. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas aller dans de trous. Il y a des villes, ici à Kin, il y a des endroits où il n'y a même pas de trous en question. Vous parlez de quel trou? Parce que si les réseaux routiers à Kinshasa est dans sa majorité défaillante, je parle de réseau, je ne vois pas comment vous allez aller mettre de trous. Et si vous faites zéro trou, on peut même accorder cette affaire de zéro trou. Mais est-ce que les experts ont été consultés? Madame, ici avec moi, j'ai un rapport, pas un rapport, mais plutôt une observation. Laquelle? Ça sera long de lire, mais c'est écrit par l'ingénieur Léon Moulaba. Donnez-nous juste une idée. Voilà, il dit par exemple, qu'il pose des problèmes sur la réparation des ornières habituelles sur la 14e rue, jonction boulevard Lumumba, au milieu entre station Total et entrepôt Bolloré, 3e jonction rail et route pont, Montbélé, et ainsi de suite. Et puis il dit quelque chose de formidable, il dit « Nous appelons donc à identifier les causes qui proviennent souvent de l'absence ou l'insuffisance du volume de l'ouvrage des drainages, l'absence du curage des caniveaux, de mauvais choix dans la sélection et le dimensionnement de la structure de la chaussée, la non-association du laboratoire, de laboratoire. » Ça sont les causes. Les causes profondes. En fait, le problème vient d'où, madame? Ici, le problème, c'est que nous n'associons pas des experts, ceux qui connaissent à faire des choses. Est-ce que vous savez que ceux qui ont fait le poids lourd sont encore au Congo? Ceux qui ont fait cette route poids lourd, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore là. Ceux qui ont fait Triomphal... Elle date de très longtemps, cette route. Même Triomphal. Elle n'a toujours pas de problèmes. Toujours pas. Monsieur Boussima est vivant. Il a fait Triomphal. Ils sont là, ces gens-là. Et si vous allez à l'ACGT, je pense, Agence de Grands Travaux, vous trouvez, madame, des experts. Mais qu'on utilise quand on veut. On utilise le plus docile. Ceux qui ne vont pas faire obstacle ou obstruction à un projet de corruption ou à un projet de rétrocession et tout. On prend ces gens-là.
Mais ceux-là qui ont les idées et ceux-là qui ne peuvent pas tomber dans la corruption, ils sont mis au frigo. Mais ils sont mis au frigo, on ne veut même pas entendre parler d'eux. Nous avons toutes les structures sont là, où on a l'OVD, on a l'Office de route, nous avons la CGT. Mais comment vous n'arrivez pas à créer des routes? On a encore le FONER qui perçoit l'argent jusqu'aujourd'hui. Mais comment vous nous expliquez que vous n'avez pas de route, comment on appelle ça, de route au Congo? C'est inadmissible, tout simplement parce que nous avons choisi le clientélisme, on a choisi les favoritismes à la place de la méritocratie et nous payons aujourd'hui chaque jour. Mais par rapport aux besoins actuels, vous ne trouvez pas qu'il fallait quand même commencer avec ce qu'il y a? Si aujourd'hui le régime Tshisekedi se dit, ben, nous allons reprendre toutes les routes parce que vous le savez comme moi que beaucoup de Congolais se plaignent des chaussées qui ont été à charge des Chinois, si je ne me trompe pas, des Chinois bien sûr. Mais comme Tshisekedi est là, on peut quand même commencer avec ce qu'il y a, avec ce projet Zéro Trou, mais est-ce que le ministre des ITPR ne voyait pas que les travaux étaient aux arrêts pour que le président de la République fasse entendre sa voix? Mais ici au Congo, personne ne fait son boulot. Et le président doit tout faire. Mais, bon, warrior peut-être dans le papier, mais dans la pratique, c'est autre chose. Il n'y a pas toujours des warriors dans ce gouvernement. Et il n'y a pas que lui, plusieurs ministres, on doit toujours les interpeller par-ci, par-là. Finalement, Madame, le projet... on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. Oui, mais les projets sont mal faits, malheureusement. Regardez, est-ce que vraiment on avait besoin de sauts de moutons? Qu'on se le dise entre nous. Est-ce qu'on avait véritablement besoin de sauts de moutons? Qu'est-ce que les sauts de moutons ont résolu comme problème et à quelle hauteur? Mais avec l'argent qui est sorti du saut de mouton, on pouvait désengorger la ville de Kinshasa, par exemple. On pouvait créer des routes secondaires. Il n'y a fait pas. C'est vraiment pas le saut de mouton qui manquait. Mais parce qu'il fallait finalement faire un truc qui va être, je sais pas moi, un spectacle. Et puis, ça nous amène dans ces conditions. Mais si on regarde vraiment très bien dans cette situation, il nous faut combien? C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait un laboratoire. Il faut qu'il y ait aujourd'hui une réunion, une association des experts qui connaissent la route. Et ils sont nombreux. Je vous ai cité deux déjà. Ils sont là. C'est des gens qui sont soit en retraite, soit à la retraite, soit je ne sais pas moi ailleurs. Mais vous les appelez, vous dites, bon, nous voulons reconstruire Kinshasa. Et puis il faudrait enlever dans la tête que le Congo, c'est Kinshasa. Quand vous parlez de Zéro Trou ici à Kinshasa, est-ce que vous avez vu à Boïndé? Est-ce que vous avez vu à Ngandajika? Est-ce que vous avez vu au Kasaï là-bas? Il y a des vidéos qui circulent par-ci par-là. Est-ce que vous avez vu? Mais attendez, moi je me dis à un moment donné, il faut comprendre le problème de façon holistique et c'est dans la résolution que vous allez séquentiellement. Mais d'abord un projet global. Le réseau de routes en RDC est connu. Si vous posez la question aux experts, ils vous disent par exemple, c'est 200, je prends un chiffre comme ça au hasard, on par exemple 200 km. On vous dit par exemple 300 km. Mais c'est à vous de voir et de façon échelonnée. Donc ça va nous coûter combien? On vous dit par exemple le coût global c'est 16 milliards. Bon, si le coût global c'est 16 milliards, comment nous allons faire pour atteindre ce projet? On peut le répartir par exemple à trois paliers. On dit 5 ans, 5 ans, 5 ans. Vous n'êtes pas obligé, ça il faut dire au chef de l'État et au gouvernement. Vous n'allez pas finir tous les problèmes de la RDC. Arrêtez de tout embrasser. Restez concentrés sur 2 ou 3 axes. Ceux qui viendront après vous vont finir le travail. Vous voulez tout prendre. Et on dit très souvent, celui qui veut tout prendre perd tout. Allez-y doucement. Alors, vous êtes présent dans la santé, vous êtes présent dans l'enseignement et vous ouvrez tous les plans. Et quand vous ouvrez tous les fronts, vous n'avez pas la même énergie à donner à tous ces fonds et vous allez perdre. Parce que vous ne pouvez pas... Mais on a quand même des ministres, non? Chaque ministre doit s'occuper de son secteur. Nous, on a un problème structurel. Ça, c'est un problème conjoncturel. Le ministre applique, ne vient pas avec sa politique chez lui à la maison. Il applique la politique du gouvernement. Mais c'est laquelle? Et quand vous regardez même dans la configuration, le budget alloué à chaque ministère, le budget alloué à chaque projet, madame, vous allez voir qu'on s'amuse avec nous-mêmes. En fait, nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes. Comment voulez-vous avoir une belle éducation avec un budget qui n'atteint même pas le 2%? Comment vous voulez véritablement construire vos routes lorsque le ministère en charge de routes n'a même pas 1% de votre budget? Donc nous sommes trop dans les spectacles, mais lorsque vous avez 70% de l'argent qui sort du budget pour aller nourrir ou soutenir les institutions de la République, institutions, oui. Dites-moi, vous voulez quoi à la fin? Ça veut dire que nous, nos actions contredisent nos ambitions. Ce que nous posons comme acte chaque jour contredit très souvent ce que nous disons et ce que nous faisons. Dernièrement, il y a même des politiques qui ont demandé à ce qu'on puisse réduire un peu le train de vie des institutions, mais plusieurs ont refusé. C'est un leurre. Eux-mêmes, ceux qui l'ont dit, ils savent eux-mêmes. Regardez comment ils vivent aujourd'hui, au-delà de leurs moyens. Ceux-là qui disent, comment tu peux dire aux gens, nous voulons réduire le train de vie, mais c'est toi qui donnes des écoles aux gens. Tu as eu l'argent où? Comment tu as fait pour avoir cet argent-là? En fait, au Congo, on a compris que les gens sont tellement naïfs qu'on peut au Congo, quelqu'un peut vous dire, je viens vous donner la vie. Alors que celui qui vous ravit la vie, on croira.
Le Congo a atteint un niveau, il applaudit son oppresseur. Le Congo, nous avons atteint un niveau où nous sommes en train de déifier ce que nous ont mis dans ces conditions-là. C'est comme ça le problème avec le Congolais. Donc c'est comme une poule qu'on a déplumée, mais quand on sert des maïs, elle nous suit quand même, parce qu'elle doit manger. On nous a réduit à c'est le niveau là qu'on a donné aux Congolais aujourd'hui. Oui, justement, on nous a ramené au ventre. Et ce sont les Congolais qui font ça. Ils aiment ça. Ils adorent ça d'ailleurs. Parlons de cette histoire de surgelé qui a fait parler plus d'une personne la semaine depuis qu'on a annoncé l'arrivée de ce premier lot en République démocratique du Congo. Comment vous avez d'abord trouvé cette idée du gouvernement congolais? C'est une honte. C'est une honte. Mais une honte. Je ne comprends pas comment ça se passe avec le gouvernement. Je me pose beaucoup de questions. À un moment donné, je me dis, faut-il désespérer ou continuer à croire? Je suis même très convaincu en me posant la question. Est-ce que c'est des gens qu'on attendait ou il faut attendre d'autres personnes? Je posais cette question au chef de l'État avant. Je disais, Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qu'on attendait ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? Parce que quand on voit ce qui se passe maintenant, mais on ne peut pas expliquer ça aux gens, madame. Comment vous pouvez débourser 6 millions de dollars pour aller acheter du poisson dans un pays qui ne vous égale pas en termes de poisson? En tout cas, je ne peux pas imaginer... Et peut-être avec la pêche, ça allait traîner. Non, mais il fallait trouver une solution pour soulager la population. Non, mais pourquoi nous voulons les à peu près? Pourquoi nous voulons faire les choses à peu près? Mais allons-y directement. On a deux possibilités, madame. La première possibilité, c'est avec les 6 millions, nous pouvons acheter autant de chalutiers et les placer dans chaque province et dans chaque cours d'eau. Entre-temps, la population ne peut pas se nourrir. Mais c'est pas vrai. C'est ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la pêche prend combien de temps au maximum? Vous demandez les experts. Parce que moi, je parle avec les experts généralement de chaque secteur avant de me prononcer. Ils vous disent, pour une pêche industrielle, vous avez besoin de 6 mois pour récolter les résultats. 6 mois. Donc, avec une bonne préparation. Oui, mais entre-temps, dans les 6 mois, il fallait trouver une solution pour la population. Mais comment on fait maintenant? Parce que le poisson qu'on a commandé ne sont pas des poissons qu'on a commandés hier. On a commandé ça longtemps, on a donc attendu. Mais à un moment donné, il y a un prix du progrès, vous devez payer le prix. Mais c'est arrivé au Congo, entre-temps, on voit comment on peut acheter des matériels et autres pour la pêche. Non, mais le problème, c'est celui-là exactement. 6 millions de dollars, c'est pas peu d'argent. Je vous parle du premier projet, c'est la pêche industrielle, c'est-à-dire acheter les chalutiers et tout le reste. Le deuxième projet, c'est dans la ville de Kinshasa et dans toutes les grandes villes, les grandes agglomérations, faisons ce qu'on appelle l'aquaculture. L'aquaculture, c'est la culture de poissons, madame. Ça veut dire que vous faites des grands bassins, autant de mètres, où vous mettez de poissons. Par exemple, nous sommes à Kinshasa, on peut mettre 2 grands bassins. On met que de poissons que nous voulons. Le boayo, le nzombo, tout ce que vous voulez. Mais nous élevons nos poissons là. Madame, dans 4 mois, 5 mois, le poisson, ça donne d'autres poissons. Et vous inondez Kinshasa. Et avec conséquence d'inonder, comment on appelle, Matadi et Bandundu. Nous inondons ces choses-là. Au bout de 9 mois ou 11 mois, si je ne me trompe pas, vous avez chassé les chanchards à Kinshasa. Plus personne ne mangera les chanchards. Parce que vous avez cultivé votre poisson ici, vous avez élevé le poisson ici, et vous comprenez, vous allez contrôler la production de ces poissons. L'aquaculture, le projet est là. Moi, je ne suis qu'un journaliste, je ne suis pas expert dans le domaine. Mais les experts m'ont dit, nous sommes prêts à montrer. C'est très facile, et 6 millions, c'est... Dernièrement, nous avons vu quand même le président de la République qui a pris langue avec les pêcheurs. Hein. Oui, mais... Vous pensez que c'était espoir donné vous savez, notre problème, c'est que nous pensons que le président est omniscient. Le président n'est pas un omniscient. Le président, c'est un manager. Le président, sa force, c'est la beauté ou la réussite de son casting. La qualité des gens qui sont autour du président. Le ministre de Pêche et l'Élevage est presque absent. Quelle est la politique de la pêche nationale, madame? Regardez le budget. Avec tout ce que vous êtes en train de dire là, donc c'est facile pour lui de faire le travail. Madame, c'est au fait c'est question de volonté. Notre ignorance a gonflé les choses. Notre ignorance a rendu on veut plus s'enrichir. C'est ça le problème. Donc, avec cette politique d'aquaculture au pays, on n'a même pas besoin d'aller importer les poissons en Namibie. Pas du tout, parce que nous en avons ici chez nous. Donc, on peut importer, on peut exporter. On nous a livré un spectacle ici, un bras de fer entre les exportateurs et les importateurs. Et puis, le gouvernement congolais, au finish, on n'a pas trouvé de compromis. On a l'impression que c'est un échec pour le gouvernement. Madame, une honte pour la RDC. Un gouvernement qui n'a pas un soubassement perdra toujours face à ceux qui ont de moyens. Et ça, je crois que c'est Karl Marx qui le dit. Nous ne pouvons pas réussir à imposer notre volonté si nous n'avons pas les éléments de base. L'État congolais perdra dans tous les secteurs avec le propriétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que l'État congolais? Oui, il n'y a aucun gouvernement que l'État. L'État est... Mais c'est ce que nous vivons au Congo. L'État est affaibli par le cerveau des animateurs qui sont dans l'État.
Nous avons des faibles, malheureusement. Nous avons fait un effort d'élever les faibles au sommet. Ce sont eux qui se retrouvent là. Ceux qui n'ont aucune vision, leur vision se limite au ventre et à la poche. Ce sont ceux qui font des choses comme ça. Mais le projet le plus concret, et ils ne le voient pas. Parce que nous voulons le tout de suite maintenant. On est dans le pourcentage. Vous voyez les projets dont je vous ai parlé d'aquaculture. Ça ne marchera pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pourcentage. C'est ici, ça se passe passer ici. Pourcentage. Oui. C'est ce qui tue aussi oui, les mais RDC. justement, mais quand ils doivent acheter le poisson monnaie là-bas... courante. Quand ils doivent acheter le poisson là-bas, s'ils doivent acheter le poisson à $1 là-bas, ils vont dire qu'ils ont acheté le poisson à $2 ou à $3. Et ils vont le vendre ici à $5, à $7, à $6. Entre-temps, on fait quoi qu'on est en train de lutter contre la corruption? Mais on ne peut pas lutter contre la corruption parce que les gens qui sont en train de lutter contre la corruption se mettent dans les dispositions d'être corrompus. Nous nourrissons la corruption. Une réalité, une triste réalité, ce sont des dames qui m'ont d'ailleurs approché pour me donner cette information. Elles disent qu'elles étaient dans la province de l'Équateur. D'ailleurs, on a fourni d'efforts pour entrer en contact avec ceux qui sont là-bas. Beaucoup n'ont pas voulu se prononcer. Pour toute cette province, il n'y a qu'une seule chambre froide. Et la chambre froide appartient à qui? Au gouverneur. Ouais. Et elles disent qu'il y a du poisson qui pourrit là-bas. Il y a eu des personnes qui sont venues pour investir là-bas. Malheureusement, ils ont été renvoyés. Ouais. Mais quand les investisseurs viennent et vous leur demandez... Et ça, c'est le peuple d'abord? Non, mais c'est justement le problème. C'est pourquoi je dis que le chef de l'État, par exemple, vous voyez, je vais vous dire un élément, madame. Le président de la République a des très belles idées, a une volonté que tout le monde peut applaudir. Malheureusement, il porte seul la charge. C'est un homme bien. Mais le problème avec le chef de l'État, la faiblesse du président de la République, c'est la qualité des personnes qui sont autour de lui. Les hommes qui sont autour du chef de l'État, pas tous, mais une bonne partie, ces gens-là ne pensent pas comme lui. Ces gens-là pensent comment aller en retraite. Ces gens-là ont envié les kabylistes, comme les kabylistes avaient envié les mobutistes. Ils veulent avoir les mêmes maisons, le même train de vie, ainsi de suite. Et donc, pour la plupart, ils en ont déjà. Ils achètent matin, midi, soir. Pour eux, le problème, c'est que Fachi a Et c'est là notre plus grand problème. Le jour où le président de la République aura autour de lui des gens bien, est-ce qu'il a encore temps pour que Félix Tshisekedi puisse recadrer un peu les choses autour de lui? Il est le seul responsable de cette situation. Si le président veut changer les choses, il n'a qu'à balayer sa cour et faire partir tous ces affairistes qui sont autour de lui et de remplacer les dignes fils du pays avec lui. Madame, je le dis toujours aux gens, lorsque vous faites l'opposition, vous utilisez une arme qu'on appelle l'arme de la conquête. Et ça, c'est le muscle qui vous aide à le faire. Le militantisme vous aide à le faire. Mais une fois que vous accédez au pouvoir, ce n'est plus la même arme que vous utilisez. Vous utilisez l'arme qu'on appelle l'arme du cerveau. Et le cerveau, vous ne l'avez toujours pas. Le cerveau, vous n'avez toujours pas ça avec vous. Le cerveau, on le recrute. Et ça se cherche ailleurs même, si possible. Parce que si l'arme de la conquête, c'est le muscle, l'arme de la conservation du pouvoir, c'est la qualité de la gestion, c'est le cerveau. Maintenant, aujourd'hui, le président de la République doit se mettre dans la tête qu'il faut autour de moi des cerveaux. Des hommes qui ont le cœur au Congo et qui ne sont pas intéressés par le matériel comme lui. Mais si autour de vous, vous êtes dans la copinocratie, des amis, des cousins, des frères, c'est bien. Mais on peut remercier les gens autrement sans leur donner des responsabilités qui auront un impact sur la vie des gens. Maintenant, là, il y a des tractations pour des élections dans les provinces gouverneurs, mais ce qui inquiète aussi, comment on doit importer des gens pour que ces personnes aillent diriger des provinces alors qu'elles ne sont même pas dans l'environnement, elles ne connaissent pas ce qui se passe dans l'environnement? Il faut changer le paradigme, madame. Finalement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Justement, madame, il faut changer le paradigme. Et nous avons dit, il faut que la prochaine législature, que nous supprimons les assemblées nationales. Ah bon? Ça n'a aucun sens, madame. Ça ne nous apporte pas. Et comment ça va se passer? Comment les provinces vont fonctionner? Avec le gouvernorat seulement? Comment ça se passait à l'époque, avant le système qu'on a aujourd'hui? C'est pourquoi nous parlons dans notre logique, nous disons il faut une 4e république, ou si vous voulez la nouvelle république. Il faut une 4e république ou la nouvelle république, où l'on va abolir l'ancien système et mettre en place un nouveau système. Parce que l'actuel système, c'est un ensemble de paradigmes sur lequel le chef de l'État ne réussira jamais. Il ne réussira jamais avec ce paradigme. Donc il reste de donner alors espoir à la population. Il faut changer le paradigme. Si vous changez le paradigme, regardez le schéma intellectuel congolais. Tout, c'est le chef de l'État. Même quand un poisson vieillit, c'est le président. Quand il n'y a pas une route, c'est le président. Parce que dans notre schéma cognitif, le chef de l'État, c'est lui qui répond de tout. Voilà pourquoi il est partout. Mais nous oublions que cette constitution que j'ai avec moi ne donne pas au président la responsabilité, disons la responsabilité de tout faire. On dit que c'est le Premier ministre qui dirige. C'est lui le patron de la vie politique du Congo. C'est vrai qu'il On a l'impression qu'il est dans des réunions. Oui. Le Premier ministre, le chef de l'État, définissent ensemble la politique du gouvernement, la politique de la nation. Mais c'est lui qui répond
devant le Parlement. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. C'est lui qui engage. C'est le Premier ministre. Le chef de l'État présente son bilan au peuple à la fin de son mandat. Mais le Premier ministre le présente quotidiennement. C'est lui qui répond de tout ça. Donc voilà, il a failli dans ses missions. Non, voilà pourquoi je dis le système. Pas lui le Premier ministre, mais le système actuel a failli dans ça. Voilà pourquoi moi je propose une nouvelle république avec un système qu'on appellera un système présidentiel. Ça fait peur à plusieurs personnes parce qu'ils disent on va pencher dans la dictature. Mais donnez-moi le temps de m'écouter, vous comprendrez. C'est vrai que dans une émission comme celle-ci, on ne saura pas tout finir. Peut-être qu'il faut une émission élaborée pour vous dire que nous avons su maîtriser le pouvoir du président dans un système présidentiel avec ce que... Est-ce que vous donnez raison à ceux qui pensent que Félix Tshisekedi devrait avoir une démocratie avec un peu de dose de dictature pour changer les choses? Non, pas la dictature, mais l'ordre et la discipline. Notre démocratie devrait être encadrée. Nous avons une démocratie dévergondée. Il faudrait l'encadrer. L'encadrer, ça veut dire procéder à des restrictions, à certaines restrictions. Parce que si nous ne le faisons pas, ça va être compliqué. La démocratie est certes universelle, mais sa pratique doit être locale, madame. Madame, Messieurs, le dossier Matata Mponyo, une nouvelle proposition de loi modifiant la loi électorale a été déposée la semaine au bureau de la Chambre basse du Parlement. Nous en parlons juste après ce dossier. Augustin Matata Mponyo ne part pas sur le dos de la cuillère. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, était de mèche avec les bureaux du Sénat pour obtenir sa tête. Selon lui, la décision de la Cour constitutionnelle de se dessaisir du dossier prouve la violation de la Constitution par Jean-Paul Mokolo. La Cour constitutionnelle, en se déclarant incompétente pour me juger, démontre à suffisance comment la Constitution, les lois du pays et les règlements intérieurs du Sénat ont été systématiquement et intentionnellement violés, avec la complicité, malheureusement, du bureau du Sénat, dans les soucis de me condamner et de me jeter en prison. Pour l'instant, la Cour constitutionnelle aurait transmis son dossier à la Cour de cassation. Ce que Matata dit n'est pas comprendre. Comment imaginer qu'après s'être dessaisi du dossier Boukangalonzo au profit de la Cour constitutionnelle, le parquet général près la Cour constitutionnelle transmettrait encore les dossiers dont il est déjà dessaisi de la Cour de cassation? Surtout que cette dernière, la Cour de cassation, s'était déjà déclarée incompétente pour traiter le dossier d'un Premier ministre honoraire. Matata Mponyo dit y voir clair, on veut en découdre avec lui pour des fins politiques. Je suis le seul Congolais interdit de tout mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je n'ai même pas le droit de me faire soigner en dehors du pays. Ceux qui, au même titre que moi, sont concernés par les dossiers Boukangalonzo ou les dossiers bien organisés, voyagent à leur aise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est pour vous dire que je suis devenu un prisonnier politique dans mon propre pays. L'ancien Premier ministre voudrait qu'on lui prouve comment il a détourné les fonds des Boukangalonzo. Surtout que M. Grobler, qui gérait les parcs, dit ne lui avoir jamais remis l'argent. Oui, il s'agit de la proposition des lois modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. Cette proposition de loi a la particularité d'innover, c'est-à-dire nous voulons professionnaliser les fonctions politiques. Il est inacceptable de voir des animateurs à la tête des institutions être des stagiaires. Raison pour laquelle, primo, pour être candidat président de la République, il faut être Congolais d'origine, c'est-à-dire être né des pères et des mères congolais. Deuxièmement, puisqu'on chante à la longueur de la journée, le président a violé la Constitution, il a violé la Constitution, il a violé la Constitution, eh bien, cela signifie que ne peut être président de la République que celui qui était législateur. C'est-à-dire, pour être candidat président de la République, il faut avoir été député national ou sénateur. Il ne suffit pas d'être Congolais des pères et des mères, mais il faut avoir été député national ou sénateur pour ne plus violer la Constitution.
dossier Matata Pogno, affaire Bukanga Lonzo, on en parle dans votre magazine Info 7. Christian Bossembe, quel est votre regard depuis qu'on parle de ces dossiers Bukanga Lonzo? Je vais en parler, ça me fait rire le tout dernier participant, mais bon, vous savez. Alors, le dossier Bukanga Lonzo avec M. Matata, moi je ne comprends pas une chose. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je me dis, comment on peut changer de position en 2 jours, 3 jours? M. Matata était le premier à louer la justice congolaise quand la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. M. Matata a loué la Cour constitutionnelle en disant que c'est pour la première fois que notre justice et tout. La même personne, parce que la justice, la même justice, dit nous allons continuer à étudier le dossier, et M. Matata parle de l'acharnement. D'abord, il ment quand il dit qu'il est prisonnier politique. Comment ça, il ment? Non, mais ce n'est pas connaître le droit élémentaire. Pour être prisonnier, il faut qu'il y ait une condamnation. Et monsieur, lui, n'est même pas encore à ce stade. Jusqu'au moment où nous parlons avec vous, madame, c'est un inculpé. On va dire un suspect. Il n'est même pas prévenu. Il est encore innocent, quelque part. Sa présomption d'innocence, elle est complète. Elle n'est même pas violée. Voilà, il est même en liberté tel qu'il est là. Alors, et que M. Matata ne crache pas sur les nombreux Congolais qui ont volé une chèvre, qui ont volé un pain et qui croupissent en prison, qui n'ont jamais vu un juge. Alors, il ne faut pas qu'il se donne, qu'on ait l'impression qu'il est un super Congolais. Quand on a géré, et puis quand il dit par exemple qu'on me refuse d'aller me faire soigner à l'étranger, mais ces gens doivent avoir honte quand même. En tant que Premier ministre, combien d'hôpitaux lui a construit? Combien d'hôpitaux? C'est la question qui devait se poser. Donc lui, il doit se faire soigner à l'étranger parce qu'il a les moyens. Et nous, les Congolais de bas niveau, nous devons nous tuer ici, mourir parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Ah, c'est ça les messages qu'il nous donne? Mais c'est ça ce qu'il nous donne. Il dit, vous pouvez croupir dans la misère, moi je peux aller me faire soigner à l'étranger. C'est pourquoi nous disons dans la 4e République, par exemple, dans notre nouvelle proposition, aucun membre du gouvernement, aucune autorité, aucun agent public de l'État ne va aller se faire soigner à l'étranger. Ah, tous au Congo? Ici, nous sommes liés au sort. C'est ça les innovations de notre République que nous allons apporter. En fait, nous devons nous faire soigner ici. Et notre deuxième innovation, c'est qu'aucun enfant d'une autorité ou d'un agent public de l'État ne va aller étudier à l'étranger ou même étudier dans une école privée. On va tous étudier dans les écoles publiques. De l'État. Comme ça, voilà. Nous tous, on va être pourris là-bas et puis on va comprendre ça, ça va les interpeller. Oui, parce que quand on dit grève d'un mois, ils ne se sentent pas liés parce que leurs enfants ne sont pas ici. Privée, ou même pas ici. Alors nous tous, on va subir le même grève. Et vous allez voir comment les choses vont changer. Tant qu'on sera unis par le sort, les choses vont changer. Donc pour le dossier de M. Matata, on veut en découdre avec lui pour des fins politiques. Non, quelle fin politique? Quelle fin politique? D'abord, M. Matata lui-même, même dans son coin, dans son maniema, il ne pourra peut-être pas battre tout le monde. Donc à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se donne la peau qu'on n'a pas. Moi, je trouve ça insultant. Insultant. Et donc, maintenant le dossier, c'est lesquels? Lorsque la Cour constitutionnelle se déclare incompétente, ça ne veut pas dire qu'on vous acquitte. Ça ne veut pas dire que le dossier est mis au frigo. Non, il n'y a pas acquittement. C'est comme quelqu'un qui vient voir un médecin, alors qu'il a un problème de yeux ou un problème d'yeux et tout, et le médecin lui dit, je ne suis pas ophtalmologue, allez voir un ophtalmologue. Et vous dites, non, je suis guéri. Non, non. Ah, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il dit. Non, la Cour constitutionnelle dit, je suis incompétente pour connaître de votre dossier. Mais le dossier continue. La Cour de cassation, madame. Ici, je veux vous dire que la Cour de cassation est bel et bien compétente pour se saisir du dossier de M. Matata. Pourquoi? Pour la simple raison que M. Matata n'est pas Premier ministre. Donc, il n'a pas une couronne. Quand on a une couronne, c'est là qu'on va au niveau de la Cour constitutionnelle pour vous déchoir, enlever la couronne. Mais lui, il n'a pas de couronne, on va enlever quoi? Maintenant qu'il est sénateur, comme il est sénateur, sa juridiction, c'est la Cour de cassation. Après, il y a des débats des juristes qui vous amènent des écoles et des écoles et des écoles, mais ça ne nous amènera absolument à rien. C'est quoi l'idée du législateur? L'idée du législateur, c'est que tout le monde soit, que nous soyons tous égaux devant la loi. Que nous ayons tous à respecter la loi. Alors, vous allez donc nous dire par déduction, M. Tchibala, M. Ilunga, tous ces gens-là ne seront jamais arrêtés si il se révèle qu'il y a eu des affaires. Est-ce que vous voulez nous dire ça? Parce que là, on veut nous parler, il parle d'un ministre honoraire. Le Premier ministre honoraire, le terme Premier ministre honoraire ne se retrouve pas dans la Constitution. Ça ne se retrouve dans aucune loi de la République. Le Premier ministre honoraire ne peut pas être jugé. Il a inventé ça lui-même. Et il veut faire l'économie dans le droit. Ça ne se passe pas comme ça. Mais il nous avait dit ici qu'il rentrait tête haute pour affronter la justice. Mais finalement, on se pose la question, pourquoi toutes ces sorties médiatiques? Il voulait faire ça pour sa justice à lui.
sa conception de justice. Monsieur Matata pense que quand on a été Premier ministre, on ne peut pas être jugé. Il pense. Mais même si ils peuvent se cacher derrière cette constitution qui a été mal élaborée, on va le dire, c'est pourquoi nous proposons son abolition, parce qu'on estime qu'elle consacre l'impunité et elle consacre une certaine légèreté, même une délinquance politique. Et c'est compliqué. Ici, la délinquance politique. Oui, c'est la délinquance politique. Il faut dire aux gens ici, madame, quelque chose de formidable. C'est que, ailleurs, quand il y a un silence juridique, ça appelle au bon sens. Ça appelle à la raison, ça appelle à l'humanité, ça appelle à la morale. Mais chez nous, au Congo, on parle toujours acharnement politique, un acharnement... Oui, quand il y a un silence juridique en RDC, ça appelle à la délinquance politique, ça appelle aux pratiques parfois ignobles qu'on ne peut pas imaginer. Madame, comment vous imaginez? Vous avez été Premier ministre dans ce pays. On vous cite dans une affaire et tout ce que vous avez à dire, c'est que vous ne pouvez pas me juger. Vous ne pouvez pas m'entendre. Bon, mais que M. Matata et ses avocats nous disent quelle est l'instance qui doit juger Matata. Donc, on comprend tout de suite que leur idée, au plus profond d'eux, M. Matata doit rester comme ça. Plus personne ne peut parler de ce dossier-là parce que c'est Matata. Mais on a eu même des enquêtes qui ont été menées par des journalistes. Bien évidemment. Madame, mais là, on n'est que dans l'affaire Boukangalonzo. Et si on partait dans les affaires des infrastructures? Si on allait voir les maisons, pardon, cet immeuble intelligent, si on allait voir le dossier donc il y a beaucoup de dossiers que la justice doit clarifier. Le dossier des stades municipaux, il y en a tellement sur l'affaire qu'on appelle ça encore, le GoPass et tout le reste. Madame, je dois vous les plaques d'immatriculation. Madame, je dois vous dire, les experts en économie nous ont dit ceci. La période la plus noire de notre histoire, où les finances publiques ont souffert de la manière la plus extraordinaire, c'était pendant que M. Matata était au pouvoir. On ne dit pas que c'était lui qui volait, mais on dit qu'il a mis en place un système cynique, un système, je vais dire, terrifiant, ou que l'on peut considérer comme d'horreur financière. Mais il nous avait amené la bancarisation ici pour dire que c'était pour canaliser les recettes de l'État. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui que ça n'a pas résolu le problème. Ça ne pouvait pas résoudre le problème parce que l'âme de ce projet n'était pas l'âme de sauver le pays. L'âme de ce projet, c'était l'âme de mettre à l'abri un groupe. Madame, c'était la prédation au sens propre. C'était ces gens qui ont géré ce pays pendant un moment donné, c'était des vrais prédateurs. Ils nous ont amené des choses que vous n'allez pas imaginer. Et poser la question à tout le monde, ils vont vous dire que la période la plus triste, funeste même, c'est la période où monsieur était Premier ministre. Et c'est là qu'il y a eu des choses inimaginables. Non mais madame, si je me mets à le dire, on va dire où sont les preuves, où sont les preuves. Comme une société des mafias, ils demandent toujours des preuves. Mais alors qu'ils ne font pas appel au bon sens. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont passées pendant que M. Matata était au pouvoir? Lorsque vous allez à la banque, vous voyez qu'il y a les OP, mais quand vous regardez dans les fichiers, il n'y a pas les fichiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces. Et c'est pourquoi ils vous demandent des preuves, parce qu'ils savent que vous n'allez pas... Est-ce que vous donnez aujourd'hui raison à ce rapport-là des journalistes internationaux? C'est un bon message, mais des faux messagers. Ah, un bon message, des faux messagers? Des faux messagers. Comment ça? Ça veut dire que ces journalistes-là ne le font pas pour le bonheur du pays, ils ne le font pas pour nous, parce qu'ils nous aiment, ils le font parce qu'ils doivent traquer un homme. Ils le font parce qu'ils doivent traquer et cet homme, c'est l'ancien président de la RDC? Oui, l'ancien président, bien sûr. Ils le font contre l'ancien président. Joseph Kabila? Oui, ils le font contre Kabila parce qu'ils veulent avoir l'argent de Kabila. Mais ça ne veut pas dire qu'ils mentent. Ils disent la vérité, mais ils ne le font pas pour nous aider, nous. Ça ne nous concerne pas. Ils le font pour leurs propres intérêts, là où ils ont perçu les financements pour faire ces choses-là. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour du pays. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est de faux messagers, mais qui apportent un bon message. Donc, pour l'amour du pays, il faut que la RDC puisse réellement se saisir de ce dossier et bien faire le travail, parce que la justice est déjà saisie. Oui, mais comment vous allez mettre en accusation un ancien président de la République avec cette loi, avec nos lois que nous avons aujourd'hui? Donc, Kabila avait bien fait les choses, ils étaient bien taillés ces lois avant de partir. Madame, c'était des architectes de la désolation. Architectes de la désolation. Oui, c'était des vrais maçons de la honte et de l'opprobre. Ces gens ont pris le soin de se mettre dans des carcans pour nous empêcher de les arrêter, au fait. C'est-à-dire que les statuts pénaux de tous ces gens-là, aujourd'hui, c'est difficile à mettre la main sur eux. Déjà, vous avez du mal à mettre la main sur un ancien Premier ministre. Comment allez-vous faire pour mettre la main à un ancien président? Et mais si réellement les faits montrent que c'est vrai, il est dans ça, comment on va procéder alors? Quelle juridiction? On aura des débats comme ça. On va aller à la Cour de cassation. La Cour de cassation va dire, pour telle raison, pour telle autre raison, je suis incompétent. Donc là, il ne sera pas touché, on va attendre que la loi soit retouchée. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont voulu, madame. Ils nous ont mis dans ces conditions-là. Vous pensez que le Sénat qu'ils ont mis en place, c'est pourquoi? Le Sénat, c'est une chambre.
une chambre de protection de tous ceux qui ont volé la République. Parce qu'ils veulent se cacher derrière les immunités. Ils veulent se cacher derrière l'article 107. Pourtant, l'article 107 ne couvre que les opinions et le vote. Ça ne couvre pas le vol, ça ne couvre pas la triche, ça ne couvre pas autre chose. Mais nous avons fait une déviation constitutionnelle, c'est-à-dire la déviation de la pensée constitutionnelle pour nous mettre dans ces conditions-là. Et ces gens ont pris le soin de tout faire. Mais comme vous savez, madame, le crime n'est jamais parfait. Il y a toujours un moyen de faire en sorte de le faire tomber. Mais comment avoir le courage? Il faut du courage. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que dans le gouvernement, vous avez vu qu'ils ont fait sourde oreille. On vous parle de hold-up, mais le gouvernement se tait. Le ministre de la Justice, silence radio. Il y a hold-up. Elle a instruit la justice de se saisir de ce dossier. Mais madame, ça c'est une formule. C'est une formule. C'est une formule polie de dire nous n'allons pas nous intéresser dedans. Mais si véritablement ils veulent, ils vont le faire. Et là, le hold-up n'a parlé que de 138 millions, 198 millions. Et c'était qu'une première révélation, il y en avait encore. Prenons Bukanga Lonzo, 300 millions de dollars. Est-ce qu'on est sérieux? Prenons le cas de GoPass, autant de millions. Ces gens qui sont... Le dossier aussi plaque d'immatriculation. Le dossier des plaques d'immatriculation, le dossier des cartes biométriques, mais il y en a tellement, même le dossier Covid. Même le dossier Covid. Madame, le dossier Covid, le dossier gratuité de l'enseignement. Mais c'est nous qui nous voyons. Covid, c'est avec l'actuel président. Bien sûr, bien sûr que oui. Bien sûr. Il risque de porter le chapeau de tout ce qui s'est passé. S'il ne fait pas comme... S'il ne prend pas des décisions de se désengager. L'avantage avec Fachi, ce qu'on est en train de voir, qu'il se désengage tout de suite avec un acte mauvais. Mais oui, mais maintenant, ça doit aller au-delà de ça. Oui, vous savez, donc, quand on poursuit un fait, c'est que nous poursuivons la personne qui commet l'infraction, c'est vrai, mais nous avons besoin de l'argent qui a été pris. Nous n'avons pas confronté le dossier Covid, c'était avec le ministre Étienne Longondo, aujourd'hui qui est en liberté provisoire, comme Tchibala en liberté provisoire et il était Premier ministre. Dites-moi comment vous allez développer un pays dans ces conditions-là. Et donc c'est là le problème. Il faut plutôt interpeller la conscience du chef de l'État, de frapper très fort là où il faut frapper. Reprendre l'argent de l'État quand il est parti et puis arrêter ces gens-là qui sont dans la faute et qui sont contre la norme. Une loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur a été déposée par Singhi Pouloulou. Comment avez-vous accueilli ces initiatives dans ce pays? Vous savez, nous offrons un théâtre dans ce pays. En fait, nous sommes dignes des... Mais il veut verrouiller. Il veut que les Congolais développent eux-mêmes leur pays. Le monsieur dont vous parlez a un problème de la définition de ce qu'il parle de verrouiller. Vous êtes sûr qu'il a un problème? Si, c'est qu'il dit innovation, ce n'est pas une innovation, ça existe dans la Constitution. Non, il veut innover dans quoi? Il est député, il maîtrise bien la Constitution. Non, vous savez, madame, moi je suis d'accord avec le fait qu'il soit député, mais seulement je me dis, quand un député sent qu'il n'a rien fait dans son territoire, dans sa circonscription, et qu'il n'a pas un message à donner, et qu'il se transforme généralement en papa social ou en papa bonheur, en offrant des tolls, tout ça, et il pense que c'est ça faire le travail d'un député, et que comme ils n'ont rien fait maintenant, malheureusement, je sais quand même aussi la population. Oui, mais parce que la population ne comprend pas c'est quoi élire, c'est ça le problème. On a donné les élections sans le civisme électoral. Et il faut changer ces choses-là. Et donc, maintenant, quand vous allez, par exemple, entrer dans ce qu'il dit pour le stagiaire, lui, avant de devenir député, il était qui? Donc, il est en train de faire les stages, on va considérer qu'il est en train de faire les stages. Donc, lui, il peut faire les stages en tant que député, mais il ne veut pas que les gens fassent les stages en tant que président de la République. Et où est-ce que ça a été écrit pour être président de la République? Il faut être sénateur. Dans quel pays au monde il a vu cette inscription? Il veut que ça commence en RDC. Non, mais vous commencez d'abord par construire des routes, commencez d'abord par résoudre le problème de la faim, de l'eau, de la sécurité, tout ça. Ce sont là les vrais problèmes pour lesquels un député est élu. Est-ce que c'est qu'il est en train de faire là, le peuple lui a dit ça? Parce que quand il dit je porte la voix du peuple... Mais quand il passe là-bas, il dit que c'est les peuples. Non, mais c'est pas vrai. Madame, vous savez... C'est un slogan. Non, madame, vous savez, moi, c'est triste quand même quand on a des députés qui, au lieu de travailler sérieusement, font des blagues, font des aventures. Monsieur Singhi, parce que vous parlez de lui, je connais très bien, on parle bien, on a des bons rapports. Mais sur certaines questions, à un moment donné, il faut qu'on arrête de jouer. Il faut qu'on arrête de jouer. C'est quoi on appelle un stagiaire? Donald Trump, quel était son parcours? Il a été sénateur où? Il a été député où? Vous avez vu là où il a amené les États-Unis? En fait, on peut dire ce que l'on veut sur Donald Trump, mais ça restera un bon président dans un secteur donné. Même Obama n'a pas été le meilleur président dans tous les secteurs. Les présidents en Amérique réussissent dans certains secteurs, échouent dans d'autres. Et c'est comme ça. Et donc, le problème... il laisse la charge à celui qui viendra. Le problème, ce n'est pas d'être sénateur. Et puis, il dit plus loin, il dit que c'est pour ne plus violer la Constitution. Mais attendez, comment ça? Le président de la République peut faire un mandat sans violer une Constitution. Donc, celui qui est en contact régulier avec la Constitution, ce sont les députés nationaux. Ce n'est même pas le président de la République. De quoi il nous parle de la crainte de violer la Constitution? Et puis on ne peut violer la Constitution dans un pays lorsque la Cour constitutionnelle
ne fait pas bien son travail. Parce que la Cour constitutionnelle est là pour veiller au respect de la réguler ces choses-là. Pour dire non, ici ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi un débat des juristes, pleinement des juristes, appelez des juristes. Posez-leur des questions. Mais aujourd'hui, on a des juristes qui sont de gauche et de droite. Vous pensez que ça pose aussi un problème? Oui, mais tous n'ont pas fléchi devant les balles. Il y en a des juristes. Quand même il y a des juristes qui sont dans la loi du reste. Il y en a. Ce sont la réserve de Dieu. Il y en a des juristes qui ne sont pas tombés, qui n'ont pas fléchi. Il faut les regarder eux. Il ne faut pas regarder des gens qui changent le concept comme ils veulent. Non, madame, ici, le problème de présidentiel, c'est d'avoir quelqu'un qui a le cerveau et qui a le cœur. Le Congo a besoin d'un homme qui a un cœur, mais qui a aussi le cerveau. L'alliance de ces deux choses peut nous amener très loin. Donc, ce que le député est en train de dire, c'est une perte de temps. Et il n'est pas le seul à avoir des lois comme ça. On a vu des lois sur la dot, on a vu des lois... C'est-à-dire des lois qui n'ont rien à voir avec le bien direct du peuple. Ici, le problème, ce n'est pas là. Le problème des stagiaires, je ne comprends pas quand il dit stagiaire. Ça veut dire quoi, le contenu du stagiaire? Et puis il dit c'est pour compléter la loi électorale. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est la deuxième loi, mais... Dans sa circonscription, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité. Il y a des gens qui n'ont pas un service médical. Il ne porte pas le problème de sa base. Il voit ses intérêts personnels. Jamais entendu il est député aujourd'hui, elle s'est dit, ben, je peux être demain président. Oui. Et puis, il faut dire encore, notre frère qui est dans ça... Il faut qu'on essaie de voir. Il est du FCC. Mais la loi... Ah, lui, il est du FCC. Transhumant. Ok. Il est du FCC traversé à l'Union. Ah, donc, c'est-à-dire qu'il n'inspire pas confiance parce que demain, il peut encore... Mais comment, madame? Comment? Parce que ces gens-là prennent la vie politique comme une carrière. Voyez-vous, ça c'est devenu une profession pour eux. Profession. Alors, il ne veut pas quitter, il dit, ben, je reste dans ça. Madame. Et puis d'ailleurs, quand on a été sénateur, on n'a envie pas être président de la République. En réalité... La chambre des sages. Quand on est sénateur, on n'a envie pas être président de la République. C'est vrai qu'Obama a été président de la République, il s'est porté par cela. Mais il faut dire aux gens, nous devons consacrer. C'est pourquoi nous, dans notre proposition de Nouvelle République, nous disons, une fois que tu as été élu comme député, tu restes député jusqu'à la fin du mandat. Tu ne quittes plus l'Assemblée. Parce que c'est consacrer le mensonge. Tu as dit au peuple, bon, votenga, nakolobe la bino. Tu arrives là-bas, tu fais tout pour aller à l'exécutif. Comment tu fais pour aller là-bas? Parce que toi, tu as le contrat. Le contrat qui te lie avec le peuple, c'est le contrat de députation. Mais à partir de quel moment tu quittes la députation pour venir au gouvernement? Ça, c'est consacrer le mensonge. Et puis, il y a encore un mensonge. On te donne le mandat de parler pour nous et toi, mais après tu nous déçois. Non, c'est pas possible. Je pense que la population doit commencer aussi à sanctionner. La population doit comprendre. Quand tu vis, comment quelqu'un peut venir se représenter deux fois, madame? Il dit, je suis député provincial ici, et puis là-bas, il dit, je suis député national. Mais il ment. Ça veut dire qu'il vous ment. Et vous acceptez ça. D'abord, quand un député vous voit, c'est pourquoi... Et quand il est élu, après, il prend sa femme qui n'a rien à voir avec nous, et puis mais il prend sa fille. Est-ce que vous savez que l'Assemblée nationale a plus de 150 députés qui sont frères et cousins d'eux? Plus de 150 qui sont là. Donc, on a créé la familiocratie au sein de l'Assemblée nationale, et c'est triste quand même. Madame, messieurs, prenons à présent le troisième dossier de votre magazine Info 7. Au cours d'une conférence de presse, les évêques de la Sainte-Co ont précisé à l'opinion qu'ils ne sont pas de l'opposition, mais plutôt un corps pastoral. Selon l'abbé Donatien Cholet, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ne se sont pas opposés aux manifestations qu'organisent les laïcs. À en croire son secrétaire général, les partis politiques de l'opposition ne doivent pas se cacher derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Et ce ne sont pas des évêques membres de la Sainte-Co qui vont s'aligner derrière un parti politique. Et ce qui arrive souvent, c'est quoi? Quand la prise de position de la Sainte-Co arrange les intérêts d'un parti politique, en ce moment-là, la Sainte-Co est applaudie. Quand ça n'arrange pas les points de vue, on crache sur la Sainte-Co. Et quand tu prends le pouvoir, il se retourne contre la Sainte-Co. Plus jamais. Il s'y est signalé que la Sainte-Co vient de suspendre sa participation au sein de la plateforme des confessions religieuses suite à une grande divergence des doctrines et des perspectives des valeurs ethniques avec d'autres confessions religieuses. Après le départ de l'Église du Christ au Congo et la Sainte-Co de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, les 6 n'ont pas attendu longtemps pour faire entendre leur voix. Conformément à l'article 16 de la charte, la plateforme des confessions religieuses de la RDC était en session extraordinaire du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre 2021. Au cœur des travaux, l'examen de la situation qui prévaut au sein de la plateforme.
Au terme de ces assises, les 6 confessions religieuses ont pris acte du retrait de la SENCO et de l'ECC de cette plateforme. Les membres de la plateforme prennent acte de ces décisions prises librement par les 2 confessions religieuses en conformité avec l'article 13 de la charte de la plateforme. Dans le respect de sa charte, les 6 confessions religieuses ont procédé à la nomination des nouveaux dirigeants de la structure. La plénière de la plateforme a, conformément à l'article 15 de sa charte, élu l'Église du Réveil du Congo, représentée par son représentant légal, l'évêque général Israël Dodon Kamba Balanganaï, à la présidence de la plateforme, et la communauté islamique en RDC, représentée par son imam représentant légal, Cheikh Abdallah Mangala Louaba, à la vice-présidence. Par la même occasion, conformément à l'article 2 de la charte, les membres de la plateforme ont décidé de transférer les sièges de la plateforme du numéro 59 de l'avenue Mont-Virunga dans la commune de La Gombe à la villa 80 du quartier Joli Park à Montfléry dans la commune de Ngaliema. Les membres de la plateforme réaffirment leur attachement aux valeurs de crainte de Dieu, de l'amour de la patrie et du prochain, de paix, de démocratie, de tolérance, de respect mutuel, de vérité et de bonne foi, tel que mentionné à l'article 8 de la charte de la plateforme de confession religieuse. La nouvelle équipe de la plateforme des confessions religieuses a pour mission, entre autres, de redynamiser la structure et de lui permettre de jouer son rôle dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale, Christian Bossembe, comment vous avez trouvé le discours d'Elie Sesanga? Et c'est que certaines personnes pensent que c'est un dérapage à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui est la 2e personnalité de la RDC. Madame, il faut d'abord que je dise, j'ai suivi les discours de M. Sesanga. Si je n'avais pas lu personnellement quelques extraits de la loi de finances, j'allais dire que M. Sesanga a raison. Mais quand j'ai lu les discours disons, quelques extraits du gouvernement, je me rends compte que le gouvernement n'a pas manqué de respect à l'Assemblée nationale. Au contraire, le gouvernement s'est présenté pour présenter le moyen et nourrir le débat. Parce que l'Assemblée nationale, c'est un endroit propice, c'est un sanctuaire même du débat national. C'est là où on fait des débats, c'est là où les dirigeants viennent avec les idées et le représentant du peuple, on fait un débat et ça nourrit la vie politique d'un pays. Mais alors, le député de Sesanga a fait son travail de député, qui demandait un peu plus, c'est ça même le travail, et quand il utilise des termes comme délinquance financière, moi, ça ne me gêne pas beaucoup. Pourquoi ça ne me choque pas? Parce que ma formation de juriste me dit que nous, on n'insulte pas, on qualifie les choses, et on qualifie des comportements. M. Sesanga n'a pas insulté le gouvernement congolais, il a qualifié le comportement du gouvernement congolais de comportement délinquant, ce qui n'est pas mauvais, parce que ça se passe partout, même en France, ça peut se dire. Mais maintenant que le président de l'Assemblée nationale fasse des remontrances en direct à un député, et même menaçant le député de lui retirer la parole, et puis il est passé même à l'action, retirer la parole, si le député ne retire pas le terme élégance, il faut rappeler à l'honorable Mbosso que l'Assemblée n'est pas une religion. L'Assemblée n'est pas une église où il y a un pasteur et puis des brebis. Non. L'Assemblée, c'est la chambre des débats. C'est là où on débat. Et quand on débat, des propos peuvent être... mais quand on lui demande de retirer, est-ce qu'il ne pouvait pas seulement retirer directement et passer? Moi, à la place de M. Sesanga, j'ai fait la même chose. Je ne retire pas. Parce que quand vous retirez, ça veut dire que vous ne croyez pas en ce que vous dites. Et quand vous croyez en ce que vous dites, vous êtes porté par des convictions. Vous savez que ça s'appelle la délinquance politique, ça s'appelle la délinquance financière. J'ai le droit de le dire. Maintenant, et quand il a commencé par dire, il a dit la première fois délinquance, et qu'on insiste, il dit la délinquance financière. Oui. Mais quand il a commencé par dire, moi je me demande, et s'il avait directement dit délinquance financière, est-ce que Mbosso allait réagir de cette façon? Même si vous dites que c'est de la délinquance, il faut que ça soit accompagné. Je comprends que M. Mbosso, peut-être qu'il n'a pas la formation de juriste, et c'est tout le monde. Par exemple, comme si je vous dis, madame, vous êtes incompétente.
vous risquez de vous fâcher. Mais moi, l'incompétence en tant que juriste, c'est pas une insulte, c'est une incompétence sectorielle. C'est par rapport à un secteur que vous n'êtes pas compétent. Et quand vous n'êtes pas compétent, ça veut dire que vous ne disposez pas de la capacité de comprendre ça. Parce que vous n'avez pas, soit été outillé pour ça. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème vient lorsque M. Mbosso dit, c'est vous les délinquants. Alors là, tout part à partir de là. Là, il y a un problème. C'est là, il y a un problème. Là, M. Mbosso attaque un individu. C'est lui qui dit que M. Sesanga est un délinquant. Là, ça devient une insulte. Parce que quand ce n'est pas une insulte, c'est lorsque vous qualifiez une attitude, un comportement, une action, là, vous n'avez pas de problème. Mais lorsque vous dites que l'homme est délinquant, vous passez à l'insulte. Ça veut dire que vous confirmez qu'il a été condamné à des choses, il a été dans ça, tout ça. Et donc, ça commence à devenir un problème. Et là, M. Delis Sesanga a dit non, non, vous protégez la criminalité financière. Alors là, il va dans le mot encore plus fort. Vous vous négociez la criminalité financière. Et bon, ce qui est vrai, le terme criminalité financière n'avait pas sa place, parce qu'il ne s'agit pas d'une criminalité financière là. Là, il est allé un peu plus. Mais quand il va dire encore que c'est vous les délinquants, alors là, nous sommes dans une sorte de question-réponse. Insulte, échange maintenant. Donc, je pense que c'est lorsqu'il parle de la criminalité financière que ça fâche aussi. Oui, que tout bascule. Parce qu'il dit vous négociez la criminalité financière. Dans le langage courant, ça veut dire que vous présentez le gouvernement comme un corrupteur qui amène de l'argent et le président de l'Assemblée nationale comme celui qui reçoit cet argent-là. Donc, dans l'image... C'est ce qu'il a dit. Oui, dans l'imaginaire, ça choque. Voyez-vous, ça choque. Mais le terme vient de loin. Le terme vient d'une menace. Lorsque M. Mbosso dit, si vous ne retirez pas, je vous coupe le micro. Mais lorsqu'il sort de l'hémicycle, il traite... Alors là, c'est le problème. Là, monsieur Sesanga n'a pas été correct. Il ne peut pas traiter un président de l'Assemblée nationale... Surtout que c'est en dehors de l'hémicycle. Oui, de voyous. Et puis il insiste, il dit, lui, c'est un voyou. Lui, c'est un voyou. Alors là, c'est pas bien. Il peut être sanctionné? Oui, mais il faut demander encore une fois à l'Assemblée nationale d'élever les immunités. Et donc, il est protégé par l'article 107 qu'on a dévié malheureusement. Parce que l'article 107 de la Constitution parle des opinions et de votes. Alors là, une insulte comme voyou, ce n'est pas un travail parlementaire. Une insulte comme délinquant, ce n'est pas une... Et là, il représente toute une base, toute une population. Et c'est compliqué. Donc c'est toute cette population qui dit que le président était un voyou. Oui, et c'est compliqué. Mais maintenant, ici, madame, moi, j'ai ce qu'on appelle le code de conduite de l'agent public. Okay. Et ça... Que dit le code de conduite? Oui, de l'agent public. Et l'article 1er, pardon, son deuxième point, il dit tous les membres du Parlement sont des agents publics. Et comment doivent-ils se comporter? Il y a la loi, c'est quoi, l'article 9, qui dit l'agent public de l'État doit se comporter tant dans sa vie publique que privée, de manière à préserver et à renforcer la confiance du public envers l'État et améliorer son image de marque. Alors c'est pas ce qu'il a fait. Non, ce qu'il n'a pas fait. C'est qu'ils n'ont pas fait tous les deux. Et M. Mbosso et M. Sesanga, tous les deux ont été... je crois que les esprits se sont chauffés. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on en fasse un problème parce que même en France, même aux États-Unis, ailleurs, ça arrive. Lorsque les esprits sont chauffés, qui arrivent à l'hémicycle. Des choses qui arrivent, il y a même des moments où... On jette des tomates, on jette les œufs. C'est pour montrer sa désapprobation. Mais quand on est un agent public de l'État, on doit avoir des réserves et des retenues. Et puis après, monsieur... Il faut être exemplaire. Oui, et puis monsieur Delis Sesanga, je crois qu'il est bien éduqué. On n'insulte pas un président, surtout pas un papa. Il a l'âge de votre père. Donc vous ne dites pas que c'est un voyou, vous pouvez trouver un autre concept. Mais je sais que c'est quelqu'un de très intelligent. Et monsieur Mbosso, c'est quelqu'un de très tempéré. Je pense qu'ils peuvent se rencontrer. Et pour se dire, bon, on s'excuse quand même. Mais monsieur Mbosso aurait dû laisser ça au gouvernement. C'était au gouvernement de se défendre. Voyez-vous, parce que si le gouvernement se défend, on comprend. Mais M. Mbosso ne doit pas être comme celui qui protège le gouvernement. Même alors, mais il faut dire aussi une chose, M. Mbosso, c'est lui le président de l'Assemblée nationale. Mais il doit quand même recadrer les choses lorsqu'il voit qu'on essaie de déraper. C'est de sa responsabilité. Parce que M. Mbosso ne peut pas exposer le membre du gouvernement aux insultes faciles. Non, il a aussi la mission de dire... Sinon pas, c'est la même population, les mêmes membres qui devaient s'en prendre à lui. Comment il a laissé passer ça? Parce que madame, si on commence à insulter un membre du gouvernement et que le président de l'Assemblée se tait, c'est une complicité. Il est complice. On peut pas laisser ça. Donc tous les deux, vous voyez que c'est vraiment délicat, mais on appelle à la maîtrise de soi de chacun d'entre eux, et voilà, d'enterrer la hache de guerre. Et puis, messieurs, il faut dire aussi, il y a beaucoup de frustration aussi, hein, quand on n'a pas été choisi. Voilà. Je pense que c'est ça le problème, parce que lorsqu'on analyse, permettez quand même que vous disiez quand même, placer un seul mot. Il n'y a pas de problème. Avant la publication du gouvernement dit de Warrior, le député national de Sesanga avait une autre attitude, un autre comportement. Oui. Mais depuis que c'est sorti, même ces agents qui sont toujours déployés dans les médias avaient un autre discours. Mais après la publication, on a vu
d'un clair, tout a changé. C'est-à-dire que c'est cette frustration et il ne sait pas gérer les frustrations et il s'est mis directement dans la casquette d'opposant et il fait des sorties médiatiques. Parfois, on se pose la question s'il a été membre. C'est ça notre problème, madame. Les intérêts. Les gens n'ont pas une certaine constance. Moi, je me dis, au début, quand je passais dans les médias, les gens disaient, tu soutiens Fathi, tu le soutiens. Je crois que vous avez même entendu ça. Ouais. Tu le soutiens et tout ça. Moi, je dis, je soutiens le chef de l'État, je soutiens ses actions. Les valeurs. Je le soutiens, je soutiens ses valeurs. En aucun cas, je viendrai dans le média me dédire, madame. Je ne peux pas, je préfère me taire. Donc, si le chef de l'État m'a promis quelque chose et qu'il ne le réalise pas, je me tairai. Mais je ne peux pas venir sortir les armes contre le chef de l'État parce qu'il ne m'a pas choisi. C'est inadmissible. Et même alors, si dans une société sérieuse, on ne vous prend plus au sérieux, comment vous avez dit non hier pour la même cause, aujourd'hui vous dites oui pour la même cause? Comment les gens font? Moi je me pose toujours la question, comment ils font pour changer les propos? Et ça, comment ils font? Comment ils réussissent à le faire et à dormir en paix? Moi je ne peux pas comprendre. Le matin ils disent oui. Non mais vous avez soutenu Fathi, vous l'avez soutenu, vous avez dit que c'était lui qu'il fallait. Il a même changé là-bas devant sa base. Sa base a dit non, tu ne peux pas battre campagne pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis pouf, il a changé. Vous changez, alors que la Mouka était encore fort pendant ces temps. C'est ça notre problème. Et c'est ça les politiciens congolais. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils disent que c'est l'enfer. La population doit comprendre ça, que ce n'est pas les intérêts de la population. Oui, maintenant la population doit être enseignée. Madame, c'est pourquoi nous disons qu'il faut investir dans l'homme. On a été détruit, vous n'avez aucune idée. Vous savez que lorsque Kabila arrive au pouvoir en 2001, il a trouvé des gens qui avaient 5 ans. Aujourd'hui, ces jeunes gens ont 23 ans, 24 ans. Et ce sont eux qui marchent aujourd'hui, qui marchent pour soutenir le FCC. Et puis ils disent que le FCC, ils aiment le FCC. Mais si le FCC vous aimait autant, vous ne serez pas là aujourd'hui. Certainement d'entre vous, beaucoup d'entre vous seraient déjà... Mais aujourd'hui, le FCC est aussi dans la rue pour dire non à la dictature. Oui, mais c'est ça le problème. Est-ce que vous voyez un peu ce côté cynique là? C'est-à-dire que vous avez appauvri un peuple, vous l'avez détruit, vous l'avez empêché de rêver, vous l'avez déstructuré, mais vous êtes le premier à demander à ce peuple de vous accompagner pour défendre... Je comprends, à un moment donné... Comment ils font? Comment ils arrivent à le faire? Comment ils le font, madame? Ça, je me pose toujours la question. Vraiment. Vous suivez ce qui se passe entre les confessions religieuses. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on a 2 plateformes de confessions religieuses. Le CC a commencé par se retirer de la plateforme et la SENCO vient de se retirer. Et de l'autre côté, on a le 6 qui reste et forme bloc. Est-ce qu'il y a des conséquences de leur décision? Madame, là encore, je vais vous décevoir. Pas vous, mais je décevrai ceux qui pensent que... Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'Église soit aussi intéressée dans ces questions-là. Parce qu'il faut qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État. Tant qu'on ne va pas le séparer, on aura un désordre comme ça. L'Église, sa responsabilité, c'est de prêcher les âmes, de gagner les âmes et de les amener au paradis. Ils ajoutent aussi le bien-être de la population. Oui, le bien-être de la population. Donc, ils doivent être là dans la politique. C'est dans la prédication que vous amenez les bien-être de l'État. C'est dans la conscience, dans la conscientisation, dans l'éveil des consciences que vous faites. Mais ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui, ça devient comme un parti. C'est comme un parti politique. Je vais vous dire, madame, est-ce que vous avez déjà vu l'État remettre en cause l'ordination des prêtres? Est-ce que l'État s'est déjà ingéré sur les questions des prêtres? Est-ce que l'État s'est déjà intéressé sur les questions des baptêmes? Comment vous baptisez les gens? Ça ne concerne pas l'État. Mais pourquoi l'Église doit venir voir comment on va organiser les élections? Comment ça va se passer? Madame, nous ne sommes pas le seul pays dans le monde qui avons l'Église catholique. Partout dans la région, il y a des églises catholiques. Mais avez-vous déjà entendu une SENCO, quelque chose comme SENCO ou SCC ailleurs? Moi, j'étais en Ouganda. Mais je n'ai pas vu l'église catholique là-bas aussi puissante comme ici chez nous. Allez au Rwanda, vous allez voir qu'il y a une église catholique aussi. Au Congo-Brazzaville, il y a une église catholique. Et qui ne se mêlent pas des affaires de l'État, la politique. Oui, parce que là-bas, ceux qui gèrent ce pays-là sont des courageux. C'est des courageux, c'est des gens qui savent mettre la différence, la part des choses. L'église, occupez-vous de ce qui concerne l'église. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez le fait que les politiques aient fait recours aux églises pour remettre de l'ordre? C'était une imprudence énorme. À l'époque, l'UDPS faisait la même chose. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. L'UDPS demande à l'église de se calmer. Non, ce n'est pas l'UDPS qui doit demander à l'église de se calmer parce que l'UDPS a fait recours à l'église à un moment donné. Mais il faut dire aussi que l'UDPS est descendu dans la rue pour protester contre l'église catholique. C'était en 90, quelque chose comme ça. L'UDPS était descendu dans la rue pour attaquer l'église, pour s'attaquer à l'église. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut séparer l'Église et l'État. Cela ne veut pas dire que l'Église ne va pas se fourrer, ne va pas regarder dans ce que l'État fait. Non, l'Église doit regarder ce que l'État fait, mais à des proportions bien gardées. Mais là, nous avons des déclarations politiques.
où on ne sait plus faire la part des choses. Madame, quelle est la différence entre une déclaration de M. Mozito, de M. Fayoulou et de M. Chollet? C'est quoi la différence? Ils n'ont aucune différence. Tous parlent du même peuple. Le peuple, le peuple. Quand l'archevêque, lors de la messe en mémoire d'Honorit, l'archevêque dit qu'en RDC, on ment beaucoup. Oui, mais c'est ça. Il dit vrai. Même à l'église, on ment. Parce que quand M. l'abbé Chollet dit, par exemple, que je ne les ai pas chassés, alors que M. Dodo Kamba dit, il nous a chassés. Il a déjà demandé pardon. Il a déjà demandé pardon. Alors, donc ils ont menti. Le mensonge, ça n'a rien à voir avec une église. Le mensonge, c'est un comportement, c'est une mentalité qu'il faut combattre. Comment ça va se passer lors de prochaines élections 2028 si on doit choisir un président de la Commission électorale nationale indépendante? En 2028 oui, la bonne nouvelle est là, madame. Si on applique notre nouvelle République, notre plan, ce qu'il n'y aura pas de CENI, il n'y aura plus de CENI. Les élections seront organisées par les départements des affaires intérieures. Ah, comme c'est déjà dit. Intérieur, oui, bien évidemment, c'est eux qui vont organiser les élections. Et il n'y aura plus donc de confession religieuse. Ça n'existera pas. Les églises vont rentrer, prêcher les gens, enseigner les gens. Parce que comment voulez-vous imaginer, comment vous pouvez imaginer, madame, dans un pays comme le nôtre, le taux de corruption est tellement élevé. Mais bizarrement, tous ces corrupteurs se trouvent dans les églises. Qu'est-ce que vous leur prêchez? Comment voulez-vous imaginer que l'église ne joue pas correctement son rôle? Tous ces magistrats corrompus sont dans les églises. Toutes ces personnes qui volent, qui pillent, qui détournent sont dans l'église. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous leur prêchez en réalité pour qu'ils ne transforment pas, pour qu'ils ne soient pas transformés? Est-ce que vous enseignez Christ ou vous enseignez ce que Christ peut apporter? Alors qu'on prie beaucoup au Congo, hein? Oui, matin, midi, soir. Vous priez beaucoup, vous parlez de Dieu, mais le cœur n'a pas été transformé. Voilà pourquoi lorsque je... À qui la faute? Mais la faute, c'est le message que nous avons amené. Les gens se sont conformés au siècle présent. Les gens ont oublié de dire aux gens, les pasteurs ont oublié de dire aux gens que Dieu n'est pas seulement celui qui donne à manger, ou Dieu n'est pas un régime matrimonial, et Dieu n'est pas un hôpital pour vous donner la santé et tout et tout. Dieu vous donne ce que Satan ne peut pas vous donner. Il vous donne la paix, il vous donne l'amour, il vous donne la compassion. On a oublié de parler de ça, mais on nous a montré le matériel, le pouvoir, on nous a montré ça. Et tous les hommes qui vont à l'église, toutes les femmes qui vont à l'église, vont d'abord chercher les matabis que Dieu a dit. Ils ne veulent pas chercher le royaume des cieux. Tous les dimanches, quand vous voyez les gens, ils partent à l'église pour demander. Ils ne partent pas à l'église pour adorer. Ils partent à l'église pour demander soit la santé, demander soit les enfants, soit le travail, soit la longévité. Matériel. Soit la longévité. Ils oublient que Christ a fait 33 ans seulement, il est parti. Il n'a pas besoin de la longévité. Le plus important, c'est pas vivre longtemps, mais c'est de bien vivre et d'appliquer la parole de Dieu. Est-ce que comme certains politiques, vous pensez que l'église catholique et les CC jouent à l'hypocrisie face à l'actuel régime? Bon, ce qui est vrai, c'est que l'église catholique, non pas l'église catholique, mais les prêtres n'aiment pas Fachi. Ça, au moins, c'est vrai que à partir, en commençant par le numéro 1 jusque-là, ils n'aiment pas Fachi. Et pourquoi? Parce que alors qu'ils étaient tous dans la rue avant que Kabila ne parte. Oui, mais pour eux, c'était pas Fachi, en fait. Pour eux, c'était Fayoulou, et tout le monde le sait, c'était Fayoulou qui devait passer. Ils ont même menti pour Fayoulou. Ils ont menti qu'ils avaient tous les résultats, alors que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a montré les résultats. Ils ont menti encore une fois qu'ils faisaient objet de menaces, ainsi de suite, ils étaient menacés. Ils ont menti parce qu'on a demandé de produits, jusqu'à là, les produits ne sont jamais venus. Donc ils ont menti. Mais seulement le problème... Donc l'archevêque, en disant qu'en RDC on ment beaucoup, il s'est senti lui-même dans ça? Oui, on est tous dedans. Et nous et l'évêque, on est tous dedans. Nous tous, nous mentons beaucoup. Alors il faut qu'on se repentisse. Il faut qu'on arrive à dire pardon, à demander pardon d'abord à Dieu et à nous-mêmes. Nous devons d'abord nous pardonner et pardonner les autres. C'est très important, sinon ça va être compliqué. Moi je suis de l'école de ceux qui pensent qu'il faut que chacun soit à sa place, que les politiques fassent la vie politique, qu'ils mènent une très bonne politique, que les églises restent comme des groupes de pression si possible, mais qu'elles ne prennent pas plutôt la position des partis politiques ou de soutenir ouvertement. C'est pour la première fois que l'église appelle des politiques à descendre dans la rue. Moi je trouve ça extrêmement grave. À descendre avec ceux qu'ils ont combattu hier. Bien évidemment, ils ont dit ça. Et puis vous avez vu l'FCC qui a dit aussi que nous, si nous descendons, c'est parce que l'Église nous a appelés. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Église n'appelle pas les gens, les politiciens à descendre dans la rue. L'Église appelle les gens à la vigilance, à être vigilants, à être fermes dans ses positions, à ne pas céder à la corruption, à ne pas céder à la torture, à ne pas céder au viol, à ne pas céder au mal. Parce que en réalité, c'est contre le mal que nous devons nous battre, pas contre les individus. Et la présence ou les propos de l'Église face à la gratuité de l'enseignement de base? La gratuité échoue faute de son ministre.
faute du leadership, ça veut dire le choix du chef de l'État. Le président, depuis que la gratuité a commencé, il a choisi les très mauvaises, pas des très mauvaises personnes en termes de personnes, mais des très mauvais, pas des bons leaders, pas un leadership clair, en commençant par tous les deux. Donc, ils n'ont pas défini ce qu'il fallait. Et que mais Tony Mwaba, avant qu'il ne devienne ministre, il est celui qui avait combattu, il a haussé le ton face à Willy Bakonga. Vous pouvez être expert en contestation, être faible dans la gestion. La contestation, c'est autre chose. Dans la gestion, c'est là que naissent les cerveaux. Dans la contestation, le muscle parle. Tout le monde peut parler avec énergie, mais peu sont ceux qui peuvent faire les choses. Le chef de l'État, ce projet de gratuité n'est pas mauvais. Et moi, je pense même que si on avait un bon leadership au niveau de l'enseignement primaire, on n'allait pas avoir cette histoire avec les catholiques. Vous êtes quand même d'accord avec les catholiques? Les catholiques ont raison des faits. Ils n'ont pas raison, comme on peut avoir raison, mais ils ont raison des faits. Parce que les catholiques ont beaucoup d'églises. L'État congolais, quand vous voulez commencer... Beaucoup d'écoles, pardon. Ouais. Ils ont beaucoup d'écoles. Mais l'État congolais n'a pas beaucoup d'écoles. Mais qu'est-ce que l'État congolais devrait faire? Une politique normale d'anticipation. Mais qu'est-ce qu'on a eu à la place? Du populisme, de l'insulte facile, attaquer les prêtres, les insulter, menacer même. Non, quand on est... C'était une décision prise à la hâte. J'ai compris qu'il y a beaucoup d'épidermie, beaucoup d'émotions, beaucoup de... Pour satisfaire la population. Oui, c'est ça le populisme en fait. Donc quand on a l'école, désertaire. Ah non, on va suspendre la paix, mais c'est pas possible. On ne va pas dans cette direction. Aucun n'a fait ça avant lui. Il faut aller doucement avec les catholiques. On pouvait faire ça bien. Je le dis encore, le chef de l'État, ce projet de gratuité, il faut lui donner ce projet à quelqu'un qui a des idées claires, pas un gestionnaire, un visionnaire. Celui qui a des idées claires pour faire avancer, excusez-moi, pour faire avancer les choses. Mais malheureusement, depuis tout ce temps, depuis que nous avons connu le régime Fachi, aucun ministre de l'enseignement supérieur n'a été à la hauteur. N'a été à la hauteur. Même l'enseignement primaire, même aussi l'enseignement universitaire. C'est du chaos là-bas. C'est le chaos. Madame, Monsieur, l'état de siège décrété dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, on en parlait dans ce dernier dossier de la semaine. Devant les élus nationaux, la ministre de la Justice n'a qu'un seul objectif: obtenir la prorogation de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son discours, Rose Mutombo a présenté les résultats déjà produits par cet état de siège. Malgré cela, beaucoup reste à faire afin que la paix soit rétablie dans ce coin de la République démocratique du Congo. La situation dans son ensemble est sous contrôle des éléments de nos forces armées dans les provinces concernées, en dépit de quelques attaques, exactions et tueries causées sur nos compatriotes. Dans la province du Nord Kivu, il y a eu plusieurs cas de reddition de près de 300 miliciens du groupe armé ACPS, la conquête de plusieurs localités du territoire de Walikale, Massissi, Rutshuru et des sanctuaires des ADF dans le Grand Nord. Des actions importantes sont déjà planifiées pour anéantir toutes ces forces négatives qui, pour effrayer la population des contrées déjà libérées et faire douter de la réussite des opérations, procèdent à des actes de terrorisme comme ceux que l'on a connus ces derniers jours et des représailles contre la population. Pour permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations de pacification en cours, une nouvelle prorogation de l'état de siège s'impose conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002. Après débat, sur 287 députés présents, 283 ont voté en faveur de la 13e prorogation de l'état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo. L'état de siège a été prorogé en première lecture. Le projet de loi sera donc envoyé à la Chambre haute du Parlement pour la seconde lecture. L'information était que les troupes ougandaises n'étaient pas sur le territoire congolais. Mais au 30 novembre, les FARDC étaient rejoints par les Ougandais. Au regard des renseignements recueillis, nous avons commencé à attaquer des objectifs militaires bien précis. Et à ce niveau-là,
nous avons bénéficié tard de l'appui en artillerie de l'armée ougandaise et ces troupes ougandaises ont rejoint les troupes spéciales, les unités spéciales congolaises à la frontière. Patrick Mouyaya soutient que les Ougandais ont rejoint les FARDC au sol pour le nettoyage des positions des ADF frappées. Comme le requiert la stratégie militaire, après des opérations de frappe aérienne, il faut procéder au nettoyage. Nos forces armées ont été rejointes par les forces spéciales de l'armée ougandaise pour traquer ensemble en profondeur les forces négatives. Le Parlement congolais en avait donné l'autorisation. Le porte-parole de la PNC soutient que la loi n'exige jamais une quelconque autorisation. Il n'y a pas une procédure présentement en République démocratique du Congo qui édicte que lorsque nous voulons avoir un appui de forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'autorisation préalable du Parlement. Je vous mets à défi de me montrer cet article-là dans quelle législation. Tu ne prouveras pas. Mais qu'est-ce qui est demandé, c'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'opération découle d'une recommandation du Parlement, donc la représentation nationale en était bien informée. C'est une recommandation du Parlement. Nous en avons parlé 1001 fois. Il y a eu des longues séances à la Commission Défense et Sécurité sur le sujet. L'Assemblée est pleinement informée parce que c'est un rapport qui l'engage. Le gouvernement dit s'assumer ainsi pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. L'état de siège vient d'être prorogé pour la 13e fois. Est-ce que vous pensez que le problème sera résolu avec ces différentes prorogations de l'état de siège? Je crois que le chef de l'État sur la question a été le plus courageux possible parce que cette situation, cette option, nous ne l'avons jamais osée. Et il fallait du courage pour arriver à ce fin. Et si le chef de l'État utilise le même courage qu'il a eu pour l'état de siège dans tous les autres secteurs de la ville, dans tous les autres secteurs de la vie, les choses vont changer. Madame, il faut que les gens comprennent que nous avons tout essayé. Toutes les options civiles, nous les avons essayées. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, avec l'état de siège, même si les gens ne veulent pas nous comprendre, c'est que le taux de mortalité qu'il y avait à l'époque, quand il n'y avait pas état de siège et quand il y a état de siège... Mais c'est pas ce que les élus du coin disent. Mais qui quittent les groupes armés. M. Mboussou l'avait déjà dit. Madame, ceux qui sont auteurs de ce problème-là sont les autochtones de là. Ils sont eux-mêmes auteurs de la situation. Et il y en a qui en ont marre. Et je connais des gens qui en ont marre et qui disent on se connaît nous-mêmes ici. On se connaît. Moi, j'étais à Beni, contrairement à beaucoup de gens. J'étais à Beni. J'étais là où on a tué Mamadou Ndala. J'étais là. J'étais là où les ADF ont créé leur couloir. J'étais là. J'ai vu. Et vous parlez à la population vous dit, nous connaissons ces gens. Ils viennent acheter des choses chez nous, ils mangent chez nous, nous les connaissons. Mais nous ne pouvons pas les dénoncer parce qu'après, c'est les représailles. On ne connaît pas. Et l'État ne nous protège pas. Donc, il y a des gens qui profitent de cette situation-là. Et le chef de l'État était au courant de la situation. Il a dit, il faut mettre un terme à cela. Et pour mettre un terme, il faut militariser. Parce que les ADF ont peur de la présence militaire. Quand il y a la présence militaire dans ce coin, ils ont peur, ils n'avancent pas comme avant. Et donc, c'est ce que le chef a essayé de le faire. Est-ce qu'il fallait maintenant faire recours à l'armée ougandaise? Alors, madame, il faut dire aussi la vérité sur la question. Je dois dire, le chef de l'État n'avait pas beaucoup d'options. Le chef de l'État n'a pas beaucoup d'options. L'Ouganda pouvait entrer ici avec ou sans notre accord. Parce que l'Ouganda il suffit que l'Ouganda organise 9 attentats chez lui, ils vont entrer chez nous avec l'autorisation de l'ONU. Est-ce que c'est ce que les gens voulaient? Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. C'est pas parce que le ministre de la Communication peine pour faire comprendre certaines réalités, mais il faut dire les choses vraies. Ah, c'est comme ça qu'il a commencé par nier la présence de l'armée ougandaise. Parce que les gens n'ont pas assez de courage. Madame, l'Ouganda peut entrer chez nous avec ou sans notre accord. Parce que l'Ouganda dit quoi? Les ADF nous tuent, viennent causer du tort chez nous aussi. Ils sont même allés jusqu'à la capitale. Et quand les choses là se sont passées, moi j'étais encore en Ouganda, je pense. Okay. Oui. Et donc ils disent, ces gens-là viennent nous tuer ici et fuient en République démocratique du Congo. Ils demandent l'apport des Nations Unies pour les aider à entrer chez nous pour chasser les ADF. Madame, ça c'est théorique comme ça. Et la communauté internationale, les Nations Unies sont tenues par des faits, pas par des paroles libres, des faits. Y a-t-il ADF, oui ou non? Oui. Ça tue, oui ou non? Ça tue. Alors, qu'est-ce que le Congo fait pour chasser les ADF? On n'est pas capable de le faire. Et la MONUSCO est là-bas. Mais la MONUSCO a une mission d'observation, pas d'attaque. Oui, pas d'observation. Oui, pas d'attaque. Elle est là que pour observer. Alors,
Que fait l'Ouganda en ce moment? L'Ouganda dit, si vous ne m'autorisez pas, j'entre chez vous comme ça. Et le chef de l'État devrait prendre des décisions. Aujourd'hui, l'UDPS s'est rattrapé. C'est qu'elle avait dit avec Kabila. Oui. Lorsque Kabila avait aussi accepté l'entrée de l'armée ougandaise, l'UDPS avait dit que l'armée rwandaise, l'armée rwandaise, merci, oui, que Kabila a trahi la RDC. Oui, parce que le conflit que nous avons avec le Rwanda n'est pas la même chose, ce n'est pas la même teneur que le conflit que nous avons avec l'Ouganda. L'Ouganda ne nous a pas agressé comme le Rwanda l'a fait. Donc les rapports entre les deux pays sont différents. Et l'UDPS, vous allez voir que l'UDPS même à l'époque n'attaquait pas le Congo parce qu'ils étaient en contact avec le Rwanda. Non, pardon, avec l'Ouganda. C'était toujours avec le Rwanda. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, et puis après, ça c'est un élément, mais un autre élément, quand on est opposant, on n'a pas la maîtrise de certaines choses. Une fois qu'on est au pouvoir, on se rend compte que ça c'est pas c'est comme ça, le chef avait dit. Oui, elle a dit qu'on avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas vraies. Oui, et puis ça c'est normal. Maintenant il palpe les choses du doigt. Maintenant il palpe, il comprend que... Et là, le chef de l'État, c'est pourquoi le chef de l'État n'attaque pas les opposants, ne les arrête pas. Parce qu'il sait qu'il a été dans l'opposition, il connaît ce que c'est, il comprend les déclarations des opposants. Le chef de l'État connaît ce qu'on dit à Tekimboka, il connaît. Donc quand vous dites à Félix, à Tekimboka, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'eux-mêmes étaient les vrais chantres de cette histoire à Tekimboka. En réalité, Mboka était camaraté. Donc il a compris beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait ça. Maintenant, le problème, c'est la communication maintenant. On n'a pas bien communiqué sur la question. Est-ce que la communication du chef, là, on dirait qu'il n'y a personne pour communiquer? Non, là, il faut oublier. C'est la pire des communications qu'on a connues dans ce pays, la communication du président de la République et même la communication du gouvernement. Bon, la communication du gouvernement n'est pas pire, mais la communication du gouvernement n'est pas très adaptée. Donc, mais la communication du chef de l'État, c'est vraiment chaotique. Là, il y a absolument rien. Excusez-moi de le dire, mais c'est absolument rien. Mais c'est plutôt au niveau de la com du gouvernement qu'on pouvait bien manager la question. On aurait dû préparer les gens. Et M. Mouya a dit, c'est la recommandation du gouvernement. Du Parlement. Mais non, il y a Parlement quand il y a Congrès. Il y a Parlement quand il y a Congrès. Il n'y a pas eu Congrès. Comme le Congrès qui va se réunir pour l'adresse du président de la République. On peut parler du Parlement. Quand les résultats sortiront, on parlera du Parlement. Le Parlement, notre Parlement a 2 chambres. Le Sénat n'est pas le Parlement. L'Assemblée nationale n'est pas le Parlement. N'est pas le Parlement. Un député, quand il parle, ce n'est pas l'Assemblée nationale quand il a parlé. Mais lorsque le bureau de l'Assemblée parle, c'est l'Assemblée qui a parlé. Donc il faut faire la part des choses dans ces choses, sinon on ne comprend plus rien. On dit recommandation du Parlement, mais c'est dans quelle loi il a été dit? L'article 214 qu'on a fait lire à M. Monampoutou, le pauvre, c'est... Sa place n'était pas là, malheureusement. Mais on va lui donner. Mais les journalistes qui étaient là ont quand même gobé ça. Oui, mais parce que, bon, les journalistes aussi, il y en a qui ne sont pas juristes. La loi, l'article que M. Monampoutou a cité n'a pas sa place. Bon, il a juste cité parce qu'il fallait le faire, mais ça n'a pas sa place, ça dit autre chose. On lui donne une autre charge. Oui, mais malheureusement. Parce que si le ministre lui-même de la com était là, ça allait nous gagner en termes de temps, mais surtout en termes de fluidité de l'information. Donc, monsieur, je pense qu'on a tout intérêt de réorganiser les choses. Ce n'est pas un tabou que l'armée ougandaise vienne au Congo. Ce n'est pas un tabou. Tout est question de communiquer, dire aux gens la vérité. Comment ça se passe et pourquoi ils sont là. Point barre. Vous n'allez pas aller dans les incantations, sinon vous allez mentir pour rien. Mais le porte-parole nous dit toujours qu'on doit dire la vérité à la population. Il faut dire la vérité à la population. Mais il ne dit pas vraiment la vérité. Oui, quelle vérité on va dire à la population? Il faut le savoir. Il faut savoir, comme Gandhi dit, il faut savoir habiller la vérité. Pas la déformer, mais l'habiller, pour la rendre beaucoup plus attrayante. Vous n'allez pas dire aux gens, bon, l'armée ougandaise à Kotika na Congo, non, vous pouvez trouver un moyen. Moi, je le dis, on pouvait négocier ça. On pouvait même organiser une plénière, si vous voulez, une plénière ne serait-ce que pour calmer les gens, pour dire que l'armée ougandaise est là, c'est pour telle mission, elle va faire ça, ça va l'arrêter ici, elle passera par tel couloir, tel autre couloir. Les gens n'allaient pas avoir de problème. Mais quand ce n'est pas fait comme ça, c'est compliqué. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir. Christian Bossembe, un mot sur ce qui se passe aujourd'hui au sein du FCC. Le FCC, en tant qu'opposant, doit envoyer ses représentants au sein de la Commission électorale nationale indépendante, mais la question divise les membres de cette plateforme chère à Joseph Kabila. Le FCC souffre d'un mal qu'on appelle le PPRD. Le mal du FCC, c'est la boulimie du PPRD. Le PPRD veut tout avoir, veut tout rafler. Alors que le PPRD seul ne peut pas composer le FCC. Et c'est là ce qui gêne beaucoup de gens. Et ils n'ont pas le courage de le dire. Et puis le PPRD a un problème. Le problème du PPRD, c'est être né au pouvoir. Quand vous êtes né au pouvoir, vous n'arrivez pas à vivre après l'opposition. Parce que vous êtes né là-bas. Vous ne fonctionnez que dans ce monde-là. Et quand vous n'avez plus le pouvoir, ça veut dire que vous n'avez plus certaines facilités, vous ne pouvez plus vivre. Il y a l'intolérance qui naît, la fatigue qui naît, l'intransigeance en même temps. C'est très compliqué. Et un conseil pour le FCC ne doit pas prêcher
le contraire de ce qu'eux-mêmes ont fait. Ils savent combien ça coûte la politique de la chaise vide. Ils savent ce que c'est. Qu'ils prennent leur courage, qu'ils envoient comment on appelle ça, les représentants. Et puis voilà, les Constant Moutamba et AG Motemo prennent maintenant les choses en main alors qu'ils ont été chassés de la plateforme. Constant Moutamba, c'est un ami, je crois qu'il est de ma génération, je souhaite tout le courage, mais seulement que Constant est allé dans un endroit où les gens n'ont pas de valeur, les gens n'ont pas de moralité, ils ne le comprendront pas. Donc quand lui vient avec la moralité, c'est comme te battre avec des gens qui ont des épées, alors que toi tu as un bâton. Mais est-ce que c'est que lui va envoyer, les noms qu'il va envoyer, est-ce que le gouvernement doit considérer ça dès lors qu'ils ne sont plus au sein du FCC pour le FCC? Je demande la même, pas jurisprudence, mais la même chose qu'on a faite avec les églises, avec les confessions religieuses. Que l'on accepte ceux qui viendront. C'est tout. Et puis on y va. On ne peut pas continuer comme ça. Christian Bossembe, c'est la fin de ce magazine. Un mot, un dernier mot. Je suis très heureux de participer à cette émission que j'ai tant suivie. Je voulais être là et je suis devant toi non seulement une belle dame, mais une dame très intelligente. Et ça me fait un grand honneur. Donc je serai là de temps en temps quand vous aurez besoin de moi. Ça sera un agréable moment. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à notre rendez-vous de chaque semaine. Merci parce que vous continuez toujours à nous faire confiance. Je ne cesserai pas de le dire, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision, Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèles et surtout merci à toute l'équipe technique de Congo Web Télévision, Frédéric Kipimo et les autres. Au revoir et à la prochaine.